C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche pour tout comprendre de l'interview à venir du président de la République, bien sûr à suivre sur BFM TV, dans un peu moins de 2 heures. Et pour tout comprendre, rien de mieux que d'aller sur place, à l'Élysée, où on va retrouver notre reporter Anthony Lebos. Anthony, est-ce que vous avez des dernières informations sur ce que devrait dire le président de la République? Racontez-nous, soyez une petite souris. Alors le président devrait aborder les thèmes de l'écologie, de l'inflation, de l'immigration, de l'international aussi. Il y aura des annonces et qui pourraient par exemple concerner le carburant, le pouvoir d'achat, évidemment le pouvoir d'achat puisque c'est la première préoccupation des Français. Les prix de l'alimentation et du carburant sont toujours aussi élevés. Le chef de l'État pourrait donc aborder notamment cette proposition du gouvernement de la vente à perte sur le carburant, initiative refusée par les distributeurs. Il y aura évidemment l'écologie aussi, puisque demain, lundi, Benjamin, la planification écologique sera évoquée, présentée officiellement par le chef de l'État. Un plan qui a été compliqué à planifier dans l'agenda du président, maintes et maintes fois reporté, déjà critiqué par les oppositions. Emmanuel Macron veut en faire un marqueur de son second quinquennat. Il en dévoilera les grands axes et les grandes lignes. Peut-être aussi un mot du chef de l'État sur l'éducation, le harcèlement scolaire, l'immigration, peut-être aussi, puisqu'il y aura un projet de loi sur le sujet, et que la question de l'accueil des migrants arrivés sur le sol européen a occupé la classe politique ces derniers jours et ces dernières semaines. Des thèmes larges qui amènent des réponses précises, concrètes, interviews qui devraient durer une vingtaine de minutes aussi pour capitaliser sur une semaine riche en images et en invités de marque avec les dernières réceptions du roi Charles III en France et puis surtout du déplacement du pape à Marseille. C'était ces dernières heures, ces derniers jours. Merci beaucoup Anthony Lebos en direct de l'Élysée. Vous étiez avec Corentin Préat. Que faut-il donc attendre de cette interview du président de la République? C'est le débat de la semaine. Et pour ce débat de la semaine, je suis entouré des meilleurs éditorialistes, analystes, on peut dire ça comme ça, non? Je le présente, Bruno Jeudi, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir Guillaume Tabar, bonsoir Benjamin. Éditorialiste politique au Figaro. Bonsoir Amandine Atalaya, éditorialiste politique à BFM TV. Et bonsoir Alain Duhamel. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence avec vous. On vient d'entendre Anthony Lebos qui a égrené les enjeux de cette interview et qui a évoqué la possibilité d'une annonce sur la question du pouvoir d'achat. C'est incontournable, c'est là-dessus qu'on attend Emmanuel Macron? Ça va de soi. Ce qui, de très loin, préoccupe le plus les Français en ce moment, c'est leur pouvoir d'achat. Donc c'est notamment les carburants, mais aussi l'alimentation et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, les charges locatives. Bon, et il est évident que s'il n'y avait pas d'annonce sur au moins 2 de ces sujets, et peut-être 3, mais s'il n'y avait pas d'annonce là-dessus, il y aurait, comme c'est arrivé quelquefois dans le passé, une grande frustration. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie politique, il s'agit de donner aux Français des réponses sur ce qu'ils attendent avec, je dirais, une intensité qu'on n'a pas connue depuis des années en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Ça fait, disons, au moins 15 ans qu'on n'a pas connu quelque chose comme ça. Donc ça c'est la priorité. Alors maintenant, en dehors de ce qui est, si j'ose dire, l'actualité nécessaire, il y a aussi la nécessité de réponses sur des sujets plus institutionnels. C'est la rentrée parlementaire, c'est mercredi qu'en Conseil des ministres, on présentera le projet de budget. La planification écologique, demain, etc. Bon, donc ça, c'est obligatoire. Puis, il y a évidemment, alors, au-delà, il y aura une partie de l'international, ce serait difficile de ne pas parler du pape, ça serait difficile de ne pas parler donc de l'immigration, ce serait difficile... Tout ça en 20-30 minutes ça m'étonnerait que ce soit en 20 minutes. Je ne veux pas prendre de paris, mais 30, ça me paraît même déjà un peu étroit pour ça. Et puis, il y a derrière ça quand même une intention politique. Et l'intention politique, c'est d'essayer de reprendre la main après une période, disons, qui était extrêmement difficile, dont on peut en tout cas dire qu'elle a commencé fin juin avec les émeutes sur lesquelles il n'a toujours pas donné son interprétation. Ce qui est quand même un sujet, puisqu'on a vu encore hier qu'il y avait la braise qui existait. Guillaume Tabar, sur la question du pouvoir d'achat, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à arriver à 20h dans une interview et de faire une annonce, alors que, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que tous les membres du gouvernement disent on n'a plus les moyens de faire une aide, et 2, il y a eu une annonce faite là par la Première ministre dimanche dernier, la revente à perte, c'est une sorte de, c'est un signe que ça n'a pas marché.
Oui, et c'est vrai qu'il y a, dans ce que va dire le chef d'État, il y a aussi un petit côté, il faut que ce soit moi qui fasse tout. Parce que le gouvernement, il est là pour prendre des mesures concrètes, des mesures immédiates, sur cette question en particulier du pouvoir d'achat. Elisabeth Borne a tenté quelque chose, peut-être de manière un peu hâtive, avec cette histoire d'autorisation de vente à perte, avec le succès que l'on a vu. C'est-à-dire, pour ceux qui nous regardent, des distributeurs qui disent, nous, de toute façon, on ne vendra pas à perte. Donc, au fond, vous pouvez faire voter cette loi, mais ça ne changera rien. Et il n'a pas fallu 24 heures pour que toute la grande distribution dise, nous, on ne fera pas comme ça. Peut-être que par prudence, Elisabeth Borne aurait pu passer un coup de fil à tous ces acteurs qu'elle connaît bien à l'avance, plutôt que de se prendre l'humiliation d'un refus. Donc il y a un côté instance d'appel, mais le côté, en gros, mon gouvernement n'est pas capable de faire, moi je viens vous annoncer la mesure qui va bien marcher. Mais juste avant de donner la parole à Amandine Bruno, est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait être cette mesure? Alors ce que l'on sait, ou ce que l'on croit deviner, c'est que cette mesure sera vraiment ciblée sur les catégories les plus modestes. C'est un choix aussi un peu paradoxal par rapport à la logique du gouvernement qui refusait jusqu'à présent de dire, parce qu'après si on aide les uns, pourquoi ne pas aider les autres, parce que le prix de l'essence, il est bien sûr, il est cher pour tout le monde. Ça n'a pas le même impact pour tout le monde, mais proportionnellement, chacun en pâtit. Et Emmanuel Macron, jusqu'à présent, était toujours hostile à cette politique de niche, conscient que dès que l'on cible une catégorie donnée, ensuite les regards vont se porter sur la catégorie plus ceux qui sont juste en dehors, et que c'est un serpent sans fin. Mais je crois surtout que fondamentalement, l'exercice de ce soir, il est périlleux, parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron, s'il vient ce soir à la télévision, c'est pour délivrer un message d'optimisme sur la France, pour dire, voyez, on a des raisons d'être fiers de notre pays qui accueille la Coupe du Monde, notre pays qui accueille le roi d'Angleterre, notre pays qui accueille le pape. Voyez, soyez fiers de tout cela. Les Jeux Olympiques. Qui va accueillir les Jeux Olympiques. Et donc, il doit à la fois montrer des motifs de fierté nationale, tout en étant conscient que les Français, à titre individuel, eux, sont plutôt moroses pour les questions que l'on vient de citer. Et je pense qu'il ne va pas suffire de dire, attendez, il se passe des belles choses chez nous, pour que ça suffise à convaincre que le reste est secondaire. Amandine Atalaya, est-ce qu'un geste sur le carburant, si on en croit ce que dit Guillaume et les informations qui commencent à sortir la possibilité d'une aide ciblée pour les ménages modestes, est-ce que ça suffit à faire une bonne interview pour le président de la République? Non, mais ça suffit à ce que l'attention quand même se focalise sur quelque chose. Ça permet aussi d'éviter cette critique qui concernait les dernières interviews du président, de parler parfois pour ne rien dire. Son interview depuis Nouméa cet été, on ne peut pas dire qu'elle ait marqué les esprits. Il avait dit l'ordre pour répondre aux émeutes. Voilà, c'est ça. Mais comme le disait Alain, on n'a toujours pas les vraies réponses, parce que le président a dit qu'il se donnait 1 an pour réfléchir aux réponses sur les émeutes. Et cette interview, disons qu'elle est choisie là où d'autres ont été contraintes. Par exemple, son 13 heures après l'épisode des retraites et les difficultés dans lesquelles il était englué, il essayait de reprendre la main, mais vraiment après une période difficile. Là, c'est lui qui essaie de fixer le tempo dans une période un peu plus heureuse et de davantage de réussite avec la réception de Charles III et du pape où tout s'est bien passé. Le problème de ce geste, s'il en fait un sur le carburant, c'est que les Français s'y habituent et qu'on voit bien qu'en fait, il en faut toujours plus, puisque la dernière fois... C'est l'expression de Gérald Darmanin qui dit « gâteau avalé n'a plus de goût ». Exactement, et c'est dur d'en tirer des bénéfices politiques, parce qu'il y a eu la ristourne qui a coûté plus de 8 milliards d'euros, qui était une mesure non ciblée. Ensuite, une mesure ciblée cette fois. Le chèque énergie de 100 euros, aussitôt donné, aussitôt oublié. La vente à perte qui ne marche pas, mesure non ciblée, et là, on recible. C'est l'éternel problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a aussi du mal à choisir une forme de philosophie sur l'aide et de logique. Par ailleurs, le gouvernement disait aussi ces derniers jours qu'il ne voulait pas subventionner le pétrole, qu'il fallait maintenant se tourner vers l'énergie verte. Une mesure, aussi ciblée soit-elle sur le pétrole, ça revient quand même à continuer de le subventionner. Donc il va falloir qu'il clarifie un peu ce soir son message. Oui, c'est-à-dire que, Bodo, ce que souligne Amandine, c'est au fond, et c'est en même temps le cas à chaque prise de parole du président de la République, la difficulté de segmenter. Il faut une annonce pouvoir d'achat, il faut parler de planification écologique, il faut dire que la France est un grand pays et qu'on est optimiste alors que les Français sont pessimistes. On peut réussir à cocher comme ça toutes les cases dans une interview d'une trentaine de minutes ? Je ne sais pas s'il peut, mais en tous les cas, il a un contexte quand même qui est un peu plus favorable que lors de ses dernières interventions. Là, il a une petite ouverture où c'est vrai, après une semaine qui ne s'est pas trop mal passée, il peut prendre la parole dans un contexte relativement apaisé. C'est déjà mieux que lors de ses interventions précédentes qui se déroulaient avec le vent de face. Et donc, dans ces cas-là, c'est assez difficile d'être audible. Il peut
être un peu audible d'un président qui, je vous rappelle quand même, reste assez impopulaire, qui s'est fait siffler. Enfin voilà. Donc c'est un contexte difficile, mais là il y a une possibilité. Donc on va voir comment il va utiliser cette fenêtre de tir. Évidemment, l'urgence, c'est le pouvoir d'achat qui est dévoré par la hausse des carburants depuis cet été, une hausse qui touche au plus fort les plus modestes. Donc j'allais dire, il n'a pas tellement le choix maintenant. Ils savent qu'il faut faire quelque chose. Alors même qu'ils ont dit, pardon d'y revenir, un peu l'inverse ces derniers jours. Oui, mais enfin, c'est pas la première fois qu'ils changent d'avis sur ces questions de carburant et les questions de chèques. Ils vont revenir à ce qui a un peu pas tellement fonctionné parce que Amandine listait à l'instant tout ce qu'ils ont fait. Ça a plus ou moins bien marché. La dernière mesure, c'est un foirage complet. Donc là, c'est le tête à queue d'Elisabeth Borne. Donc là, il doit faire quelque chose pour faire oublier cette affaire. Après, à Bruno Le Maire de donner le modus vivendi là dans les prochains jours. Mais il a besoin de ça au moins pour là-dessus, il sera audible. Bon, il y aura évidemment une polémique derrière. Les écologistes diront subventionne le feu. Bon, on verra quelle est la nature de la mesure. Donc mais je crois qu'il a quand même la possibilité de le faire. Après, sur les autres dossiers, à mon avis, ça va être compliqué. Sur l'immigration, on n'a pas tout à fait. Alors, là, c'est l'occasion. On n'a pas compris ce qu'il avait pensé du discours d'Emmanuel Macron. Et là, ça va quand même être compliqué d'être dans un en même temps. Ces conseillers disent qu'il y aura une fermeture, une ouverture sur le dossier. On imagine que la fermeture, ce sera sans doute, il ne va pas retirer le dossier des métiers en tension qui est contenu dans le projet de loi actuel. Je rappelle quand même que ce projet de loi, ça fait depuis 1 an qu'on en parle, qu'il a été présenté au mois de janvier, ça devient l'Arlésienne. Et on ne sait pas comment Gérald Darmanin va s'en sortir. Alors après les sénatoriales qui ont lieu aujourd'hui, ça doit repartir, on verra. Donc là, il y a quand même donc une ouverture, on va voir sur quoi il se le fait. Et puis le troisième dossier, qui est un dossier où Emmanuel Macron n'en fera jamais assez pour les écologistes et il en fait trop pour une partie de la droite et l'extrême droite, c'est le dossier de la planification écologique qui est d'autant plus important que beaucoup de ses homologues, vous voyez ce qui se passe en Grande-Bretagne, ils sont en train d'un peu reculer sur le dossier. Donc on va voir s'ils gardent le cap sur l'économie décarbonée, la fin de moteurs thermiques en 2035 et tout ce qui doit être décliné sur ce dossier où il est très attendu. Alain Duhamel, on a parlé d'écologie cette semaine avec le roi Charles III, qui a d'ailleurs donné une sorte de satisfecit au président de la République. On a aussi vu cette visite à Marseille, mais pas en France. Mais il a quand même dit bonjour la France, le pape au stade Vélodrome. Est-ce que le président de la République peut vraiment réussir à capitaliser là-dessus ? Tout le monde disait, est-ce que ça va bien se passer ? Le fait est que du point de vue sécuritaire, ça s'est bien passé. Du point de vue du rayonnement de la France, plutôt aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte aux yeux des Français ? Alors je pense que si ça s'était mal passé, ça aurait beaucoup compté, et comme ça s'est bien passé, ça ne va pas compter. D'accord. C'est en général ce qui se passe. Ça, c'est le tempérament politique des Français. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est ça leur tradition, et ils y sont extrêmement fidèles. Bon, pour le reste, j'écoutais tout ce qui se disait avec énormément d'intérêt, bien entendu, mais on sait très bien, on est dans une période de plusieurs crises à la fois. Il y a une crise économique sérieuse, dont les Français mesurent les effets quotidiennement. Il y a une crise internationale intense avec l'Ukraine. Il y a la crise de l'immigration. Bon, je pourrais continuer. On est dans une période de crise. Donc au fond, toutes ces images ne sont rien par rapport aux crises. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'il y aura une bonne réponse simplificatrice et qu'on dira, bah oui, le président parle, donc tout est réglé. Oui. Évidemment non. Présider quand il y a 3, 4 crises en même temps, puisqu'il faut insister aussi sur l'écologie, donc présider dans ces conditions, c'est arriver à concilier des contradictions. S'il va y avoir, et je souhaite qu'il y ait cette mesure, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, que c'est ce que je demandais, une mesure... Donc il va vous suivre. Bah écoutez, ça serait une très bonne idée. Une mesure pour ceux pour qui l'utilisation de la voiture est indispensable et qui sont dans toutes des catégories modestes. Bon, mais s'il fait ça, évidemment, il y aura plein de contradictions. Évidemment, on dira, on disait le contraire il y a 3 mois. Évidemment, on dira, et d'ailleurs, on a commencé par proposer une mesure qui était inapplicable. Bien sûr, il n'en tirera pas de bénéfice. Mais s'il ne le fait pas, il en tirera un handicap supplémentaire. Et je dirais que ça, c'est un principe qu'on peut appliquer pratiquement à chacun des dossiers qui va traiter devant nous pendant, à mon avis, beaucoup plus de 20 minutes.
Oui, Guillaume. Mais agir sur le pouvoir d'achat et en particulier sur l'essence, il y a plusieurs solutions possibles. Et il y en a une également dont Emmanuel Macron devrait fermer la porte radicalement ce soir, c'est la baisse de la TVA. La baisse de la TVA, on sait que c'est alors attendez, Guillaume, vous savez quoi? On a un invité qui, ce midi, sur BFM Politique, qui était le président du Rassemblement national, qui a évoqué cette option et la nécessité pour le président d'agir sur le front du pouvoir d'achat. Écoutez ce que nous disait Jordan Bardella ce midi dans BFM Politique. Comme tous les Français, j'attends cette rentrée de la part du pouvoir en place un geste significatif sur le pouvoir d'achat. Plus que jamais, les Français sont seuls face à un mur de l'inflation qui n'arrive plus aujourd'hui à surmonter, à surpasser, ce qui entraîne évidemment des privations très concrètes dans la vie des gens et notamment sur leurs loisirs, sur leur alimentation. Cette baisse de la TVA que vous évoquez, c'est ce que propose Jordan Bardella, en plus d'un crédit d'impôt pour répercuter auprès des Français ce que l'État aurait gagné sur les recettes liées à l'inflation. Reste à prouver qu'il y a une cagnotte, ce qui n'est pas tout à fait clair. Mais donc ce que vous nous dites, c'est que ce soir, le président répétera en réalité qu'il n'est pas question qu'il y ait cette baisse des impôts sur le carburant. Voilà, et en insistant justement sur le fait que la TVA qui rentre dans les caisses de l'État, ça n'est pas une cagnotte de l'État. En gros, l'État ne se fait pas de l'argent sur le dos de la hausse de l'essence. Ce qui veut dire, c'est que les finances publiques sont d'ores et déjà fortement dégradées. On est en déficit, on a de la dette, etc. Donc, baisser la TVA sur l'essence, devrait dire Emmanuel Macron, c'est se priver de recettes, lesquelles servent aussi à financer l'hôpital, à financer l'école, etc. Donc, ce qu'il va vouloir dire, c'est que demander, comme le fait le Rassemblement national, une baisse de la TVA sur l'essence est, à ses yeux, de la démagogie. Surtout que ça n'a pas marché chez certains de nos voisins qui l'ont mis en place. Mais sur le plan comptable, il a sans doute raison, mais il faut bien voir que je pense que dans l'opinion, je ne suis pas sûr que cette mesure ne soit pas soutenue et même souhaitée. Donc il faudra gérer ça politiquement parce que, et en même temps, Emmanuel Macron va dire on ne peut pas baisser les recettes de l'État, mais s'il fait un chèque pour aider certains, le chèque c'est quand même aussi sur les finances publiques qui sera tiré. Donc vous voyez, dans un cas on dit il ne faut pas toucher aux finances publiques, dans l'autre cas on dit elles doivent servir à faire un geste. Donc en termes d'opinion, ça n'est pas évident à vendre et il faut qu'il intègre cette difficulté de compréhension par l'opinion de cette mesure-là. Je pense que s'il y a un chèque pour ceux qui sont les plus modestes, je pense qu'ils comprendront très bien. Si en revanche, s'il y a la TVA et qu'on n'en voit pas les effets, ce qui s'est produit chez certains de nos voisins, à ce moment-là, tout le monde le verra, il aura perdu sur tous les tableaux. Oui, mais d'autant que Bruno est en train d'émerger la petite musique, qui en réalité est ce que dit Jordan Bardella, qu'il y aurait une sorte de cagnotte. Même Xavier Bertrand laisse entendre que l'inflation permet à l'État de s'enrichir sur le dos des Français, des classes populaires. Il faut bien répondre, même si la réalité des chiffres ne le démontre pas tout à fait, le ressenti en politique, c'est important. Oui, le ressenti en politique, c'est très important. Les vieilles ficelles aussi de la cagnotte, c'est aussi habituel chez les opposants. On sait que Lionel Jospin, Premier ministre, en avait été victime. Mais oui, et à l'époque, le paradoxe, c'est que c'était le président de cohabitation qui a utilisé l'argument de la cagnotte. Et ça avait un peu marché, il faut le reconnaître. C'est pour ça que Guillaume a raison de pointer quand même une difficulté pour le président qui va devoir quand même être suffisamment pédagogue pour expliquer pourquoi la mesure de la TVA, selon lui, serait une mauvaise mesure et pourquoi la sienne pourrait toucher, alors après ça dépendra des montants, les ménages les plus modestes. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron, il doit agir sur le pouvoir d'achat, c'est l'urgence, il ne sera pas audible s'il n'y a pas une mesure assez vite dans l'émission qui permette, je me souviens de l'avant-dernière intervention d'Emmanuel Macron où Alain Duhamel disait il doit absolument faire une mesure pour l'achat. Il n'y en avait pas eu, cher Alain. Et ça a été c'est vrai qu'on a vu que derrière, ça n'avait pas. Vous êtes en train d'expliquer que l'histoire se répète parfois, c'est ça? Non, parce que là, je crois que ce soir, il y aura une mesure. Donc, je crois qu'il y aura une mesure ce soir, parce que d'abord, Macron n'est pas non plus la rentrée politique et pour cette deuxième année de quinquennat est quand même difficile. Et même si le début du mois de septembre a été un drôle de moment avec les entretiens à huis clos avec les oppositions. Il y a eu comme une espèce de semaine qui a été gelée. Et puis l'antimacronisme a fait sa rentrée. Et on est à nouveau avec des opposants, ceux d'extrême droite, ceux de la gauche radicale qui sont là et qui, toutes les semaines, pilonnent l'Élysée et Matignon. Et ça ne fait que commencer parce que la rentrée parlementaire, c'est maintenant. Que le budget va être un moment important et sans doute assez difficile au Parlement. Donc on va retrouver les 49.3, donc c'est terminé les vacances. Emmanuel Macron, je pense, il anticipe aussi un peu ce moment-là. Et là, il y a une petite fenêtre de tir pour s'exprimer.
Vous évoquez la difficulté du Parlement. Dans quelques mois, au Sénat arrivera le texte immigration. Ce sera à la rentrée. Et ce débat migratoire, il a été relancé notamment par les propos tenus par le pape à Marseille. Écoutez ce que disait le pape François, écouté au premier rang par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Emmanuel Macron, président de la République. L'indifférence devient fanatique. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Amandine Atalaya, un devoir de civilisation, dit le pape. Comment est-ce que le président de la République peut ce soir se dépatouiller, si vous me permettez l'expression, de la contradiction entre cet accueil en grande pompe du pape et la ligne de Gérald Darmanin consistant à dire qu'aucun migrant ne seront accueillis venant de Lampedusa? Il peut redire que la France a toujours été une terre d'accueil pour les demandeurs d'asile et qu'elle restera fidèle à ce devoir-là et qu'elle s'honorera de répondre à tous ceux qui, parce qu'ils sont persécutés dans leur pays ou pour parce qu'ils sont homosexuels, doivent demander l'asile dans un pays. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'il est sur une ligne très ferme en apparence, c'est-à-dire qu'il dit aucun migrant n'arrivera en France, en tout cas aucun migrant économique, mais il dit bien que ceux qui demandent l'asile, et ces deux demandes qui vont être d'abord étudiées par l'Italie, finiront par arriver en France. Il s'agissait en fait d'envoyer ce message de fermeté pour deux raisons principalement. D'abord parce que Marine Le Pen, la droite et tous les autres martèlent un message extrêmement fort. Parce que même maintenant, les Républicains disent il n'en faut plus aucun qui arrive en France. En fait, ils se sont alignés sur les positions de Reconquête et du Rassemblement National. Oui. Ils se sont pas alignés, mais plus le débat se déporte à droite, en tout cas. plus la réponse d'Emmanuel Macron penche à droite, ça c'est certain. Et parce qu'on arrive aussi sur le projet de loi immigration et qu'Emmanuel Macron ne veut pas passer pour un faible. Et puis parce que dans la tête des Français, il y a l'Ocean Viking aussi. C'est-à-dire que la France avait fait son devoir, on avait accueilli les migrants que l'Italie ne voulait pas. Le problème, c'est qu'on les a mis dans une zone d'attente et que ces migrants sont partis. Parce que pour des problèmes de procédure judiciaire ou parce que certains étaient des mineurs, ils ont disparu. Et l'opinion n'a pas oublié. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de répéter une erreur de ce type qui ferait croire aux Français que la France, aujourd'hui, est faible. Enfin, qui ferait croire. Il y a beaucoup de Français qui, de toute façon, trouvent qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop laxiste. Et il suffit de regarder les derniers sondages pour voir que Marine Le Pen explose. Les sondages sont très intéressants. Elle progresse chez les retraités, elle progresse dans beaucoup de catégories sociales. Et il y a même beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron, par exemple des cadres et des citadins, qui commencent à penser qu'elle a les bonnes réponses sur la sécurité et sur l'immigration. D'où la droitisation des réponses d'Emmanuel Macron. Alain Duhamel, la visite du pape, elle a changé quelque chose quant au débat sur l'immigration ou au fond les positions restent les mêmes? Elle a sans doute impressionné et perturber une partie des catholiques pratiquants, qui sont assez souvent conservateurs et qui, en même temps, ont entendu un message très fort. Simplement, ils ne sont plus très nombreux, donc ça n'est pas ça qui va être essentiel. Là où c'est compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que le pape a tenu des propos évangéliques alors que c'est une situation politique et que les politiques n'ont pas des réponses évangéliques possibles. Alors, il va y avoir évidemment une distinction qui va être faite entre ceux qui sont à la recherche simplement de ressources financières et ceux qui sont réellement demandeurs d'asile. Et on va dire, demandeurs d'asile, la France, grand pays des droits de l'homme, etc., sera fidèle à elle-même. Mais on va dire, en revanche, en ce qui concerne ceux qui viennent pour des raisons économiques, pour cela, on va être beaucoup plus strict. Simplement, une fois qu'on aura dit ça, ce qui est très facile à dire, il faudra arriver à le faire, ce qui est très compliqué à réussir. Et la France, jusqu'à présent, a été beaucoup plus douée pour accueillir des demandeurs d'asile que pour empêcher des migrants économiques de venir. Ce qui est au fond une sorte d'angle mort des politiques, pas seulement françaises d'ailleurs, aussi européennes. Guillaume, je vous voyais réagir sur la question des propos du pape sur l'immigration. Oui, parce que je pense qu'il faut quand même aussi distinguer les niveaux d'intervention. Le pape, de manière très forte et de manière très claire, a dit qu'il fallait secourir les migrants. Mais il n'est pas intervenu sur la nature des législations en place. Il ne dit pas il faut que les délais d'examen des OQTF soient allongés. Il ne dit pas... voilà. Or, le projet de loi,
Il y a un certain nombre de volets très techniques dans ce projet de loi sur l'instruction des délais, sur les lieux d'examen des demandes de droit d'asile, le volet également métier en tension, etc. Bon, le pape, et parce que ça n'est pas son rôle, n'est pas intervenu dans le détail des mesures à prendre. Et heureusement, c'est pas le même niveau. Et les mêmes qui reprochent au pape d'intervenir dans les publics lorsque ça ne leur plaît pas sont les premiers à l'invoquer lorsque ça va dans leur sens. C'est pas une question de reproche, c'est admettre que la philosophie générale du discours du pape est en décalage avec un certain nombre de discours politiques, que ce soit en France ou en Europe, qui sont davantage sur une ligne de fermeté, aussi compte tenu du raidissement des opinions publiques sur ce sujet. Ça connaît ça, mais en même temps, il faut écouter ce que dit le pape jusqu'au bout. Il a dit que le premier droit des migrants, c'était le droit de ne pas émigrer. Donc, après, ce qu'il dit, bien sûr, il dit que la Méditerranée est devenue un cimetière et qu'on n'a pas le droit humainement de laisser mourir des gens qui sont en mer. Mais je pense qu'on aurait tort d'interpréter le propos du pape comme un encouragement à l'immigration et une interdiction faite aux États de prendre des dispositions techniques pour réguler cela. Oui, mais quand le pape intervient en disant ce qu'il faudrait déjà, c'est qu'ils puissent vivre honorablement chez eux. Sur le fond, il a évidemment totalement raison. La seule chose, c'est qu'on sait très bien qu'avec les facteurs démographiques, économiques et environnementaux qui existent en Afrique, ça n'a aucune chance de réussir dans les années qui viennent. Peut-être que ça peut être un objectif à une génération, et même ça devrait l'être. Mais enfin, il y a 40 ans, on disait déjà il faut aider l'Afrique à se développer. Et puis on ne l'a pas fait. Alors qu'on le disait chaque année. Autrement dit, là maintenant, le pape relance une idée que moi j'ai connue quand j'avais 30 ans et qui n'a jamais été mise en œuvre et qui demanderait une mobilisation considérable qui pour l'instant n'a jamais même été esquissée. On sait très bien qu'il faudrait l'équivalent de ce qu'on appelait un plan Marshall à l'échelle africaine. Mais ça voudrait dire que toutes les grandes puissances seraient prêtes, y compris dans les périodes de crise comme celle-ci, à mobiliser leurs ressources pour aider l'Afrique, etc. Sur les principes, bravo. Sur la réalité, zéro. Il est 18h35, le président de la République va parler dans 1h25 et j'accueille sur ce plateau Marlène Schiappa, ancienne ministre d'Emmanuel Macron. Bonsoir. Et Gaëtan Mélin qui, dans quelques instants, nous donnera des informations sur le possible geste en faveur du pouvoir d'achat que pourrait annoncer le président de la République dans à peu près 1h30. Toujours sur l'immigration, Marlène Schiappa, parce que vous connaissez ce sujet, vous avez été ministre délégué à l'Intérieur. Le président n'a jamais été à l'aise sur ce sujet, la majorité non plus. C'est d'ailleurs aussi sans doute pour cela qu'il est aussi difficile de faire passer une loi immigration. Qu'est-ce qu'il peut dire ce soir, au fond, dans un moment où il y a une attente de fermeté? Vous avez le pape qui a un message très humaniste et vous avez surtout cette majorité qui reste introuvable à l'Assemblée nationale pour faire passer un texte immigration. D'abord, bonsoir, merci de m'avoir invité. Moi, je ne dirais pas que le président de la République soit mal à l'aise sur la question de l'immigration. Je dirais qu'il a une position d'équilibre qui est dans la nuance et que quand vous êtes entouré en tenaille entre différentes radicalités, entre les on accueille tout le monde, on n'expulse personne, jamais, quels que soient les crimes, les délits, les irrégularités, d'une part à ma gauche, et à la droite et à la droite de la droite, que vous avez un discours disant qu'on n'accueille personne, jamais nulle part, y compris les mineurs, etc. C'est extrêmement difficile dans le débat public de tenir une posture nuancée. Mais il a toujours dit, le président de la République, qu'on considérait les gens non pas pour qui ils sont, ni pour d'où ils viennent, mais pour ce qu'ils font. C'est pourquoi on avait, par exemple, naturalisé des travailleurs Covid. Quand Gérald Darmanin applaudit le pape François, qui est en train de tenir un discours consistant à expliquer qu'il faut accueillir les migrants qui viennent de Lampedusa ou d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a quand même une sorte de contradiction. Mais attendez, le pape, d'abord, c'est un chef d'État. Au-delà d'être un leader religieux, c'est aussi, pardonnez-moi pour l'expression de l'antagoniste, le pape, c'est un leader d'opinion également, donc il est entendu. Il a toujours eu ce combat. D'ailleurs, moi, j'observe que certaines grandes figures de la droite et de l'extrême droite ont demandé au pape, je cite, d'arrêter de faire de la politique. Donc on voit à quel point, ce que vous disiez précédemment, les propos du pape trouvent un écho plus à la gauche qu'à la droite aujourd'hui, ce qui crée un paradoxe sociologique et religieux dans notre pays. Mais en ce qui concerne le président de la République, pour revenir sur ce point, la loi qui est discutée par Gérald Darmanin, elle est au contraire très équilibrée. Le fait de dire, alors on verra si c'est présenté ou pas in fine, mais le fait de dire qu'on régularise les travailleurs qui sont dans des métiers en tension, qu'on sort de cette hypocrisie, c'est à la fois très humain, très ouvert et généreux, et dans le même temps, le fait de dire qu'on va
pas appliquer ces fameuses OQTF dont le taux d'application est bas depuis des années, depuis des quinquennats. Là, c'est ferme. C'est l'humanité fermeté qu'a toujours prôné Emmanuel Macron, et ce depuis 2017. Bruno, ça peut continuer à marcher, cette humanité fermeté? On a l'impression, d'entendre ça depuis 6 ans. Et c'est ce que je viens de dire depuis 2017. Oui, mais et je termine ma phrase sans que les Français ne soient particulièrement convaincus de l'efficacité du président de la République sur ce sujet. En tous les cas, pour Emmanuel Macron et singulièrement pour son gouvernement qui a mis sur la table un projet de loi qu'il ne parvient pas à faire adopté par une majorité, la difficulté, elle est là, ça ne changera pas parce que le pape a fait son discours à Marseille vendredi et samedi, il faut trouver les voies pour faire adopter. Et là, aujourd'hui, elles ne sont pas là. Aujourd'hui, le bras de fer, c'est simple, il est entre la majorité Renaissance, Horizon, Modem et les voix LR qu'il manque. Elles manquent au Sénat, le texte va commencer au Sénat. Gérald Darmanin continue à dire qu'il va trouver les moyens. On ne sait pas comment il va faire. Oui, lui seul sait. Peut-être qu'il y a des nouveaux sénateurs ce soir qui seront enthousiastes par le texte les voix du Seigneur. Les voix du Seigneur sont sans doute impénétrables. Mais celles du Sénat, on a une petite idée. Et pour l'instant, on voit pas trop. Alors après, il dit, oui, mais vous savez, la température de l'eau au mois de septembre, au mois d'août, ce ne sera pas la même au mois de décembre, au mois de janvier. Parce que le texte, évidemment, il va prendre du temps. Le fait est que pour l'instant, j'ai pas entendu Éric Ciotti ou Olivier Marleix, qui sont les responsables des Républicains, notamment à l'Assemblée nationale, applaudir le texte de Gérald Darmanin. Alors, les choses sont simples. Soit le gouvernement le présente et il prend le risque d'aller au 49.3 là-dessus, ça passe ou ça passe pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de majorité. Donc, de toute façon, je vous dis, le pape, il a fait son discours. Emmanuel Macron devra quand même en tirer un peu des conclusions, ce qu'il en a pensé ce soir. J'ai une petite divergence avec mon ami Guillaume Tabar. Je trouve quand même qu'il y a une différence de tonalité entre ce que dit François ces derniers jours à Marseille et ce que disait sur le même sujet Benoît XVI, qui avait une ligne, me semble, différente. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une évolution singulière sur ce terrain-là pour la doctrine de l'Église. Mais je suis bien moins calé que Guillaume sur ce terrain-là. Et Guillaume pourra répondre tout à l'heure. Gaëtan Mélin, on va revenir d'un mot sur ce que l'on vous disait en début d'émission sur la possibilité d'une annonce par le président de la République au cours de cette interview sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est ce qui semble se dessiner, alors même que ce n'était pas tout à fait la ligne ces derniers jours? L'idée étant de dire de la part du gouvernement, on fait la revente à perte, mais pour le reste, on n'a plus les moyens d'aider qui que ce soit, notamment sur le carburant. Alors, il faut effectivement vous soulever la question, c'est le carburant aujourd'hui qui étrangle des millions de Français, notamment les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler tous les matins, pour aller chercher leurs enfants à l'école. Il faut avoir 2 chiffres en tête. Les remises et les ristournes, l'an dernier, ont coûté 7,6 milliards d'euros au gouvernement. Clairement, on n'a plus les moyens de cette remise ou de ces ristournes. En revanche, le chèque carburant qui a été budgété pour le chèque carburant de 100 euros pour 10 millions de travailleurs les plus modestes, eh bien, à ce jour... ciblé. Qui était ciblé, effectivement. 10 millions de travailleurs les plus modestes. À ce jour, il n'y a que 4,35 millions de travailleurs modestes qui en ont fait la demande. Ça veut dire qu'il reste encore une enveloppe budgétaire qui finalement n'a pas été allouée et on pourrait très bien imaginer que le gouvernement décide de recentrer cette enveloppe encore une fois, pour les plus modestes, c'est-à-dire tous ces travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Merci beaucoup Gaëtan, et donc on saura d'ici 1h20 si ce geste est décidé. Autre sujet que le président de la République aura sans doute à commenter, c'est ce que l'on a pu voir hier dans les rues de Paris avec cette manifestation contre, entre guillemets, les violences policières et cette scène qui a frappé cette voiture de police attaquée par des manifestants à coups de barres de fer. Regardez les images. Marlène Schiappa, le président ne peut pas faire autre chose que évidemment témoigner sa solidarité auprès des policiers, mais on a l'impression que ces violences continuent. Il aurait fallu interdire ces
cette manifestation? Mais d'abord, ce qu'on a vu là est évidemment inadmissible. Moi, je veux d'abord donner tout mon soutien, évidemment, aux policiers qui étaient présents dans cette voiture, mais plus généralement à toute la grande famille de la sécurité intérieure, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux acteurs de la sécurité civile qui interviennent. Je veux rappeler que la police, quand même, ainsi que la gendarmerie, font office parfois de travail quasi social dans bien des territoires de la République. Il y a 400 000 interventions par an, par exemple, sur des violences intrafamiliales. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du fait que la parole des enfants face aux violences devait se libérer. Bien souvent, ce sont les policiers qui les écoutent. Donc moi, je trouve ça absolument inexcusable et honteux qu'on s'en prenne comme ça aux policiers qui garantissent l'ordre public. Pourquoi ne pas avoir interdit cette manifestation? Il y a des décisions qui sont prises. Il y a des décisions qui pouvaient être anticipées. Est-ce que quand on voit ces scènes-là, il n'était pas de la responsabilité de la préfecture de police de dire, compte tenu du risque de trouble à l'ordre public, on interdit cette manifestation? Vous savez très bien, Benjamin Duhamel, que vous l'avez rappelé, on interdit une manifestation en France s'il y a un risque avéré de trouble à l'ordre public. Si la préfecture et Laurent Nunez, ancien ministre, préfet de police, avaient décidé d'interdire cette manifestation, on aurait crié à la dictature, on aurait fait des manifestations non autorisées, etc. Mais je veux dire qu'il y a une responsabilité politique de celles et ceux qui, à longueur de débat, tiennent des discours contre la police en disant que la police structurellement serait violente, que la police tue structurellement. Ceux qui participaient à cette manifestation, politiquement, c'était la France Insoumise, les écologistes, mais bien la CGT, alors que le Parti Socialiste et le Parti Communiste avaient refusé de participer bien sûr, à cette manifestation. En fait, vous avez une frontière républicaine qui se dessine très nettement, et y compris au sein de la NUPES, de plus en plus, avec d'un côté ceux qui soutiennent les institutions et la police, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer la police, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais de faute, jamais d'erreur, jamais de racisme, etc. Mais ce qui veut dire qu'entre dire il y a des personnes racistes dans la police, comme chez les politiques, comme chez les journalistes, comme dans tous les métiers d'une part, ou dire d'autre part, la police serait un danger pour la société, c'est profondément différent. Et aujourd'hui, je souhaite que ces personnes-là n'aient jamais à avoir besoin de la police parce qu'elles sont tabassées, cambriolées, harcelées ou victimes de violences. Alain Duhamel, la France Insoumise et les écologistes sont disqualifiés par cette manifestation et leur présence là-bas? Leurs dirigeants vous répondraient, nous on a défilé pacifiquement sur nos mots d'ordre et ce sont des trublions, enfin ils diraient pas trublions, mais enfin bon, bref, habillés en noir, cagoulés, etc. Oui, enfin, ou des black blocs, on n'en sait rien, mais évidemment, ça n'est pas ce que souhaitaient les organisateurs de la manifestation. Bon, reste que toute manifestation, en particulier à propos de la police et des polémiques qui ont existé sur les brutalités, les violences, etc., toute manifestation de ce genre, évidemment, inspirera des casseurs. Et que les casseurs, évidemment, feront ce qu'ils peuvent pour, en réalité, gâcher les effets de la manifestation. Dans cette histoire-là, tout le monde est perdant. Les manifestants sont perdants parce que l'image que chacun retiendra, c'est celle d'agresseurs avec des barres de fer et lançant des projectiles sur une voiture de police. Bon, donc ça c'est très mauvais pour les organisateurs de cette manifestation. Pour le gouvernement, on dira une fois de plus, oui c'est vrai, une fois de plus, une manifestation a mal tourné et donc on n'est pas capable de maintenir l'ordre sans qu'il y ait de violence. Bon, ce que d'ailleurs personne n'est capable de faire, mais enfin, ça, je pense que chacun sera insatisfait de ce qui s'est passé hier et que les organisations de gauche qui avaient choisi de ne pas y aller avaient absolument raison. Bruno, oui, Guillaume, non, il y a un point, je ne sais pas si tu es désaccord avec Alain, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que les casseurs et ceux qui ont fait ça viennent gâcher une manifestation qui en soi serait légitime. Je pense que cette manifestation-là, en tant que telle, dans la mesure où elle semblait désigner et pointer du doigt une violence policière institutionnelle, en soi, cette manif était contestable. On n'est pas du tout dans le cas des manifs de 1er mai, ou même contre les retraites, où des cortèges sociaux dégénèrent ensuite en violence de la part des Black Blocs. On est vraiment de la part de manifestants qui contestent la police même. Oui, pardon Guillaume, mais juste, on a le droit en démocratie de s'interroger sur la question des violences dans la police et du racisme dans la police. C'est pas interdit comme débat. On a le droit aussi de trouver scandaleux une manifestation. Si Benjamin me laisse répondre à mon tour, depuis qu'il y a des manifestations, il y a certaines manifestations qui sont considérées comme, dans leur principe, inadmissibles. Bon, et il y a toujours une réponse qui est
Le propre des démocraties, c'est d'accepter des manifestations si elles ont été autorisées et évidemment si elles ne se traduisent pas par des violences. Mais les violences, ce ne sont pas les organisateurs des manifestations, non, mais ce sont ceux qui cherchent à déborder. Il y a en réalité... Oui, le service d'ordre dans ces cas-là. Il ne faut pas tourner... Attendez, il ne faut pas tourner autour du pot. On est dans un climat qui est un climat extrêmement à la fois anxiogène et un climat qui est d'insécurité psychologique d'à peu près tout le monde. Bon, dans ces conditions, c'est évident que toute manifestation sur des mots d'ordre autour de la police comporte un risque. Si on l'avait interdite, ce qui aurait été... Non, mais attendez, c'est ce que moi je dis. Oui. Si on l'avait interdite à l'avance, c'est évident qu'on serait en pleine polémique. J'imagine les articles où il serait, etc. On serait en pleine polémique. Bon, en plus, du point de vue juridique, je pense que, compte tenu de ce qu'ils avaient demandé, les organisateurs, l'État aurait été... Sauf qu'Alain, ce genre de manifestation, c'est aussi prendre le risque pour les policiers. Parce que là, manifestement, ils viennent, les manifestants, pour se faire des policiers. C'est ça le risque aussi. Mais attendez, je ne suis pas en train de dire que les policiers n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, ni que les policiers étaient dans leur tort. Je ne pense pas ça une seconde. Et je pense que le fait de mettre en cause la police, ce n'est pas du tout une idée que la police globalement, comme corps, etc., ça n'est pas du tout une idée qui me plaît, ça. Et donc, de ce point de vue, je ne suis pas du tout d'accord avec les organisateurs de cette manifestation. Reste qu'on ne peut pas être d'accord et que les organisateurs des manifestations ont obtenu l'autorisation de défiler, donc c'est la règle du droit en France. Pour rebondir sur ce débat, sur le fait de savoir et d'interpréter la responsabilité des forces politiques qui participaient à cette manifestation, regardez ce qu'a tweeté hier Sandrine Rousseau. Elle a dit « Ce geste est inadmissible » en parlant du fait que le policier a sorti son arme de service et a mis en joue ceux qui étaient... une seconde, Marine Schiappa, pour bien expliquer. Non, mais a mis en joue ceux qui s'en prenaient à la voiture de police, en sachant que Sandrine Rousseau a partagé une vidéo qui était coupée, c'est-à-dire on ne voyait pas le moment où les casseurs s'en prenaient à la voiture de police. Vous disiez, il y a une inversion des valeurs ? Une inversion des valeurs. En fait, on pourrait attendre de n'importe quel responsable politique, de n'importe quel élu de la République, qu'il condamne des violences à l'encontre de la police qui assure la sécurité de toutes et de tous. Considérer qu'un policier qui est victime... Vous savez, vous avez rappelé que j'ai été au ministère de l'Intérieur pendant 2 ans auprès de Gérald Darmanin. Moi, je me souviens très bien avoir reçu les familles de policiers, des associations de femmes et de maris de policiers et de policières, des enfants de policiers, pendant le Beauvau de la sécurité, qui m'ont dit leur terreur à chaque fois que leur père ou leur mère part au travail le matin. Moi, je me mets à la place du petit garçon ou de la petite fille qui sait que c'est son père qui est dans cette voiture, qu'il est en train d'être attaqué, peut-être au péril de sa vie, de cette manière. Donc, je pense que tout élu de la République qui se respecte devrait condamner l'attaque vis-à-vis de la voiture de police. Point. Amandine Atalaya, un dernier mot. C'est un débat impossible. Et au fond, on voit bien sur ce plateau que les forces politiques qui participent sont... non seulement pas franchement capable de nuances, mais aussi attaquer immédiatement pour le simple fait d'avoir émis des mots d'ordre qui ne correspondent pas sans doute à la majorité des Français. C'est un débat impossible ? C'est un débat possible, mais ce sont des manifestations impossibles. Parce qu'on sait très bien qu'elles vont mal tourner, parce qu'on sait les slogans qui vont y être proférés, et parce qu'on sait que ceux qui viennent avec soit une envie d'en découdre pour certains, soit des idées très binaires sur le sujet. Et il est vrai qu'on peut plus que s'étonner aujourd'hui de voir qu'il y a à peu près personne à la France Insoumise pour prendre la défense des policiers. Et c'est répétitif, c'est toujours cette même difficulté pour les proches de Jean-Luc Mélenchon d'aller défendre un policier quand il est mis en difficulté. Et quant à Sandrine Rousseau, c'est le souhait de la provocation permanente, de la polémique permanente. Qu'en sait-elle sur le fait que ce geste est inadmissible ? Enfin, les spécialistes disent que si en plus le doigt n'est pas sur la gâchette, tout ça est parfaitement légal et dans les règles de l'art. Donc Sandrine Rousseau a encore perdu une occasion de se taire. Dans 1h10, un tout petit peu moins d'1h10, le président de la République prendra la parole. Une interview à suivre en direct sur BFM TV. Merci à tous. On se retrouve à peu près dans 1 heure pour vivre en direct cette interview, pour la comprendre, l'analyser, la décrypter. En attendant, on va faire un détour. On va aller là où ça se passe, retrouver Anthony Lebos à l'Élysée. Anthony, est-ce que vous avez des toutes dernières informations sur ce que le président de la République pourrait dire, et notamment sur cette fameuse annonce sur le pouvoir d'achat et sur le carburant ? Dites-nous.
Il y aura une annonce du chef de l'État, effectivement, ce soir, à suivre évidemment l'interview sur BFM TV en direct. Peut-être, effectivement, sur le pouvoir d'achat. Alors, y aura-t-il un coup de pouce, un geste pour le portefeuille des Français? Ce qui est sûr, c'est que, pas de surprise, le pouvoir d'achat sera l'un des thèmes majeurs de cette interview, si ce n'est le cœur de cet entretien avec des millions de Français qui subissent l'inflation des prix de l'alimentation ou à la pompe. D'autant aussi, Benjamin, que les oppositions se montrent très offensives sur ce thème et reprochent à l'exécutif soit de ne pas faire assez, soit de ne rien faire du tout. Il y aura aussi d'autres thèmes qui seront abordés évidemment dans le cadre de cette interview. L'écologie notamment, ce sera l'occasion pour le chef de l'État de faire en quelque sorte le service avant-vente de sa planification écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années. Une feuille de route qui a été maintes et maintes fois reportée et qui sera officiellement présentée demain par Emmanuel Macron lui-même. Peut-être aussi des questions sur les récentes déclarations, messages politiques du pape à Marseille ces derniers jours, notamment sur l'accueil des migrants sur le sol européen. On sait qu'il y aura notamment un projet de loi sur l'immigration qui doit voir le jour bientôt, notamment à l'automne ou en fin d'année. Il y a beaucoup de thèmes en fait qui sont prévus dans cette interview. Tout ça doit rentrer en 20 à 30 minutes d'interview. Entretien qui sera réalisé dans la salle des fêtes de l'Élysée. Évidemment, on attend cette annonce d'Emmanuel Macron ce soir, peut-être sur le pouvoir d'achat. C'est aussi une interview qui se déroule juste avant la vraie rentrée parlementaire la semaine prochaine, avec aussi des débats à l'Assemblée qui promettent d'être houleux, notamment sur le budget 2024 qui sera présenté dans les prochains jours. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Corentin Préat. Et donc je vous rappelle, dans 1h06, l'interview du président de la République à suivre, bien sûr, en direct sur BFM TV, suivi d'une édition spéciale pour tout décrypter, tout commenter. En attendant, c'est le duel du dimanche avec nos deux débatteurs. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. On vous présente encore, c'est nécessaire ou pas? Maire de Béziers quand même. Maire de Béziers, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Pierre Raffarin, pareil, on n'a même pas besoin de vous présenter. Ancien Premier ministre, merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'être avec nous, tous les deux, pour ce duel du dimanche. On va bien sûr commencer avec Est-ce qu'on peut appeler ça un débat? Bien sûr, débat. Je veux pas ça mort, hein. Moi je discutais, mais duel, je trouve que c'est violent. Vous trouvez que c'est belliqueux? Vous êtes bien beau, là, je trouve. Non, mais je trouve que le mot duel... Non, vous avez raison. Bon, enfin, c'est journalistique. Voilà, vous savez, c'est toujours cette tendance à en faire un peu trop. Il y a tellement de dérives sur la violence et sur les brutalités qu'on peut débattre, y compris avoir des désaccords. Nous allons débattre calmement, en se disant un certain nombre de vérités quand même. Absolument. Avec celui avec lequel on débat. Débattons. Le président de la République qui va donc s'exprimer dans 1h05. Vous avez entendu il y a quelques instants les thèmes égrenés par Anthony Lebos à l'Élysée. C'était nécessaire de prendre la parole? C'est quoi? C'est pour capitaliser sur une semaine réussie ou juste parce qu'il y a cette urgence, le pouvoir d'achat, et que les Français attendent des réponses? Robert Ménard. C'est nécessaire si tu as quelque chose à dire. Bien sûr, je suppose que ce qui va mettre en avant, c'est une semaine réussie quand même. Tu as beau dire, on reçoit un roi et on le reçoit. Alors on peut critiquer le faste et tout, mais en fait c'est ça un peu la France aussi. C'est ce qu'elle représente. Ensuite, un pape vient, il y a 490 ans qu'un pape n'était pas venu à Marseille pour le chef de l'État, qui a eu raison d'ailleurs d'aller à la messe et tout. Enfin, c'est sa place. Évidemment, tout ça est bien. On a le mondial de rugby, qui est quand même pas un événement anodin. Il y a tout ça. Mais ça, si c'est pour dire ça, honnêtement, je pense que les Français, ils peuvent être fiers de ça, sans pour autant oublier quelques-uns de leurs problèmes. Alors, avec les bourdes qui ont été faites là vous savez, on va demander aux gens de vendre à perte de l'essence. Quand même, il faut être tombé sur la tête. Juste 2 minutes. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris ce jour-là, Madame la Première ministre. Pardon, il y a eu des premiers ministres avant qui auraient peut-être pas fait ça, mais là c'est une bourde invraisemblable. Au moins tu demandes leur avis aux gens à qui tu vas dire de baisser le prix au risque de perdre de l'argent. Et là il faut bien répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a une réponse? À un moment donné, vous savez, il a du talent. Moi, je trouve qu'il a du talent, le chef de l'État. Il a de la présence, il est cultivé, il est intelligent, il a plein de choses. Mais à un moment donné, les gens, ils sont contrebalance de ça. Ils ont juste envie que tu essayes d'avancer dans leurs soucis. Le reste, à un moment donné, ils se disent, ouais, ça va, il va pas nous le faire chaque fois. Et là, il a quand même tendance, sur les dernières interventions, à nous le faire, quoi, à jouer de son charme. Tu joues pas éternellement de ton charme, c'est pas vrai. Jean-Pierre Raffarin, vous répondez à Robert Ménard. Il fait une distinction entre les bons et les anciens premiers ministres. J'espère que vous avez noté le compliment. Je note, mais vous savez,
Je me méfie des hommages. Pierre Brasseur disait « Un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé. Un homme qui reçoit un hommage est un homme âgé. » Donc il n'y a rien qui presse. Je voudrais simplement dire sur cette affaire que... Alors je dirais plus rien d'aimable à votre égard. Hein. Mais ce qui est important, en effet, c'est on parle si on a quelque chose à dire. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut parler d'action. Puisqu'au fond, il y a eu un certain nombre d'événements, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour le pays, pour son image, pour les contacts qu'on peut avoir, pour notre rayonnement. Tout ça est important. Mais il y a un moment où il faut parler action. Je pense que le président a mené une opération très importante de dialogue avec les oppositions. Ils se sont réunis, ils ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Maintenant, il faut déboucher sur un certain nombre de choses. Il faut déboucher sur des textes. Il y a des textes sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, qui sont en discussion, en préparation. Il faut que le président nous donne un peu une feuille de route de ce que sera l'action. Vous savez, on est dans une situation politique très difficile. Le pays est dans une situation politiquement nouvelle, puisque le président actuel, 44 ans, réélu à 58%, n'a pas le droit de se représenter. Donc on va avoir une nouvelle donne institutionnelle, et donc il faut qu'il y ait de l'action dans ces 3 ans et demi qui restent. Et pour ça, je pense qu'il faut une feuille de route, et c'est ce qu'on peut attendre ce soir. Et Monsieur le Premier ministre, pardon, il y a juste à répondre à ce que le pape a dit quand même. Je veux dire, attends, tu peux pas aller applaudir le pape à Marseille et en même temps te remarquer d'un autre côté, en même temps, qu'il y a 74% des Français qui jugent qu'il y a trop d'immigrés en France. Monsieur le Premier ministre, on peut pas éternellement, même si on est d'accord tous les deux, il a des qualités, du talent et tout, on peut pas fuir les questions. Et aujourd'hui, pardon, juste ce que j'ai entendu du pape, moi, je suis catholique, pratiquant. Je trouve qu'il est, voilà, il est dans son rôle quand il dit ça. Mais sauf, on peut dire qu'il est chef de l'État, mais d'un petit État qui a pas beaucoup de problèmes d'immigration, lui, à gérer. Reste que les gens ici, il y a l'insécurité, il y a une insécurité financière. On en parle à l'instant avec le prix de l'essence, mais il y a une insécurité identitaire chez les gens. Les gens, la question de l'immigration, que ça plaise ou non. Aujourd'hui, c'est une question centrale. Et là-dessus, les gestes qu'il faut faire, ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits. C'est bien pour ça que je disais qu'il fallait parler, notamment avec les forces politiques, de ce qu'était la feuille de route au Parlement, et notamment la loi immigration. Je la mettais en premier. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis aussi d'accord pour dire, monsieur le maire, qu'il est très important aujourd'hui de bien mesurer que le pape est dans son rôle, dans ce qu'il dit. Et les chrétiens que nous sommes et que les humanistes que nous devons être tous les uns les autres, les républicains, on ne peut pas considérer que le migrant est quelqu'un qui vient pour nous agresser et pour nous voler. Il est clair aujourd'hui que ces gens sont dans une misère noire et qu'ils sont devant un défi incroyable. Donc, il est important de répondre à cela. Je crois que c'est une vieille question politique entre... S'il vous plaît, hein, je vous respecterai votre temps de parole. Il est clair que ce n'est pas nouveau. Éthique de responsabilité, éthique de conviction. Le pape, il est dans l'éthique de conviction. Il dit sa conviction. Le président de la République, il doit dire aujourd'hui comment nous devons traiter dignement l'immigration, c'est-à-dire d'abord comment réussir là où jusqu'à maintenant on a échoué, l'intégration, et puis dire comment on maîtrise l'immigration là où on n'a pas réussi encore à le faire. Ce sont des choses qu'il faut faire, et je pense que ça vaut la peine de travailler sur un accord politique au Parlement sur ce sujet, et ça ne me paraît pas impossible d'avoir un accord avec les Républicains sur ce sujet. Robert Ménard vous répond ? Ben oui, attendez. Monsieur le Premier ministre, je vous respecte, mais tout ça, c'est du baratin. Là, en 2000, l'Afrique compte 800 millions d'habitants. 2023, 1,4 milliard d'habitants. Bien sûr, mais je attendez, sais non mais je vous fais pas l'affront de vous dire que vous le savez pas. Je vous demande juste de le rappeler, c'est-à-dire nous laisser croire aujourd'hui que cette question, on peut une fois de plus avec des mots, avec le en même temps, et oui, on va être un peu plus sévère, mais on va en laisser, mais on va régulariser un certain nombre de gens. Pardon, moi je vous dis, je pense que c'est se moquer des gens. C'est se moquer des gens. Moi je vous parle pas de mots.
Je vous parle d'un texte, d'une politique, je vous ai parlé d'action. Mais monsieur ne mélangeons pas les choses. Monsieur le Premier ministre, les obligations de quitter le territoire. Monsieur Macron, quand il arrive au pouvoir, il dit « je vais les faire respecter ». C'est pas vous qui l'avez dit, c'est lui, donc vous n'êtes pas obligé de le défendre. Non, mais il disait, je ne dis pas que je défends, mais vous accusez alors que moi je parle d'avenir. Attendez, mais vous parlez, je parle de solutions. Attendez, monsieur le Premier ministre. Vous êtes maire, vous devez parler de solutions. Oui, mais attendez, sortons de la vieille vindicte. Si je viens à la télévision, à mon âge, avec l'expérience que j'ai, c'est pas pour refaire de la polémique, comme j'en ai fait depuis longtemps. Je voudrais qu'on parle de solutions. Je vous fais comment on réussit l'intégration? Comment on réussit aujourd'hui la régulation? Monsieur le Premier ministre, je ressasse pas. Je dis simplement, comme maire, quelqu'un qui me dit une chose et le contraire, qui me dit... Pardon, monsieur le Premier ministre, on va dépenser plus d'argent, mais on va baisser les impôts. Je lui dis, tu me prends pour un abruti. Vous avez raison. Voilà. Alors, je vous dis, quand j'entends un certain nombre de gens, y compris dans vos plateaux, y compris d'anciens ministres tout à l'heure, en gros, dire, mais monsieur Macron a toujours fait ce qu'il a dit, à la fois le baratin, l'humanisme et la fermeté. C'est du baratin, tout ça. Et c'est le bonheur que nous avons ce soir d'être des hommes libres. Mais voilà. Alors parlons librement. Parlons librement. Voilà. Et tout le monde est libre sur ce plateau. Donc moi aussi d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est de voir comment, politiquement, on trouve aujourd'hui une majorité pour une politique d'immigration. Mais alors, justement, parce que... Pardon, mais la question, elle n'est pas là, monsieur le Premier ministre. Elle est, quelle politique d'immigration on doit mettre en place en France? Pas l'accord, il ne le trouvera jamais. Puis vous le savez, c'est des jeux politiciens qui n'ont aucun intérêt. Mon souci, moi, c'est quoi? C'est que, alors qu'il avait promis que les obligations de quitter le territoire, je rappelle, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire dans notre pays. Il allait en appliquer 100%, l'an dernier, 8%. 100%, 8%. Moi, attendez, je ressasse pas. Je fais pas des slogans. Moi, je dis, je sais pas comment on fait. Mais je dis, attendez, il faut répondre à cette question-là. Mais vous faites un discours, mais le discours est normal dans la démocratie. Mais moi, je voudrais qu'on parle de solutions et d'action. Et ça, ne méprisez pas le Parlement. Ne méprisez pas la nécessité d'avoir une majorité. Je méprise rien du tout. Justement, comment est-ce qu'on passe du discours à l'action? C'est quand on a les moyens de l'action. Et pour avoir les moyens de l'action, aujourd'hui, quand nous sommes une majorité relative, absolument. Il faut avoir les moyens parlementaire. Monsieur le Premier ministre, pendant 5 ans, il a eu la majorité qu'il voulait, il n'a pris aucune de ses décisions. Attendez, je suis d'accord. Je ne suis pas amnésique quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous fais pas de reproches. Qu'est-ce qu'il a pas, pourquoi il ne l'a pas fait pendant les 5 dernières années? Je vous parle de ce qu'il faut faire maintenant ce soir. Et par ailleurs, vous me parlez si on parle des procès, je peux en faire des procès. Et pas porte-parole du gouvernement. Je peux en faire des procès. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Et dans le passé, là, on répond à une question sur ce soir. Et donc, à mon avis, il y a la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration. Pour moi, il y a un certain nombre de questions institutionnelles qui sont très importantes. Par exemple, je trouve vraiment stupide que le maire soit exclu de la fabrique de la loi. Je trouve qu'il n'y ait pas de maire. Il voulait faire un nouveau monde, vous vous rappelez? Oui, mais non, mais je le rappelle. Je dépasse les querelles. C'est pas Joël, c'est eux qui l'ont décidé, enfin. Je parle de faits. Moi, personnellement, je pense que le maire, et c'est pour ça que je suis heureux de débattre avec vous, le maire est celui qui est en première ligne de la République, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui exposé aux vrais problèmes des Français et qui doit sortir de l'idéologie pour être pratique et concret. Et donc, qu'ils ne se soient pas à l'Assemblée nationale, ces gens-là, je trouve ça extrêmement dommage. Et donc, il faut un retour du maire dans la fabrique de la loi. Bon, donc ça fait partie d'un certain nombre de sujets qui me paraissent importants pour ce soir et pour les jours qui viennent. Absolument. Et sans doute, le président de la République sera interrogé sur ce sujet. Je voudrais vous soumettre à tous les deux, et merci pour cette conversation qui est passionnante, une image qui a beaucoup frappé et choqué les Français. C'était hier dans les rues de Paris. À l'occasion d'une manifestation, je cite, contre les violences policières, notamment à l'initiative de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Et voilà cette scène où l'on voit une voiture de police qui est attaquée par des manifestants cagoulés à coups de barres de fer. Regardez cette séquence et on en parle juste après.
Jean-Pierre Raffarin, est-ce que pour vous, ceux qui ont participé à cette manifestation, rappelons les partis politiques, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, des syndicats, des associations, est-ce qu'elles sont responsables de ces images? Au fond, c'est ce qu'on a vu dans certaines réactions politiques. Elles ne sont pas innocentes de ces images. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une stratégie aujourd'hui qui est très claire, qui est une stratégie populiste, qui est la stratégie de la radicalisation. Vous savez, en politique, il y a à peu près toujours deux stratégies. Où on cherche à élargir ses troupes et on parle aux marges, on parle à ceux qui sont un peu à l'extérieur pour les ramener à l'intérieur, ou on essaie de parler qu'à ses équipes et surtout, on cherche à les radicaliser. C'est ce que Trump a monté et faire finalement radicaliser ses troupes, faire monter ses troupes dans un climat de provocation, dans un climat de polémique, dans un climat de violence et de cette mobilisation-là pour essayer de la rendre la plus active possible et si possible la plus performante politiquement possible. Donc là, il y a une vraie stratégie de radicalisation par la violence. Qui cible la police. Qui cible la police. Qui cible la police, mais que l'on voit en permanence sur un certain nombre de sujets, les propos contre M. Roussel, un certain nombre de sujets. Et on va y revenir dans un instant. On voit bien qu'il y a une stratégie de provocation. Je suis assez frappé. Quand j'ai commencé la politique, on était dans une situation où c'était la communication qui dominait un peu. Et maintenant, c'est la polémique. Le jour où vous démarrez, vous êtes tout de suite forcément en train de vous opposer à quelqu'un, de faire en sorte que la provocation, et plus vous créez un antagonisme, plus vous pouvez exister dans notre système politico-médiatique. Et donc je vois bien qu'il y a là aujourd'hui, c'est toujours vrai, une forme de radicalisation. Et l'autre stratégie de politique qui est l'élargissement, le rassemblement. Et dans ceux qui aujourd'hui jouent la radicalisation, ils utilisent la violence pour faire monter la colère, pour faire monter l'impatience, pour faire monter la pression politique. Et ça, c'est disons l'exercice, c'est pas nouveau, et c'est exactement le cas de Trump, ça s'appelle le populisme. Vous êtes d'accord, Robert Ménard? À condition de mettre en l'occurrence sur le mot populisme des visages. Parce que moi, je ne renverrai pas sur cette affaire-là, sur d'autres peut-être, en gros, l'extrême gauche et l'extrême droite. Aujourd'hui, qui appelle à cette manifestation? Qui parle de racisme systémique? Ça veut dire qu'en France, il y aurait un racisme, en français pour que tout le monde comprenne, ce serait la France qui serait raciste. C'est la police qui serait raciste. C'est pas tel et mélange. Il y a des propos racistes en France, il y a des policiers racistes. Non, ils disent pas ça. Ils disent il y a un racisme systémique. C'est-à-dire la police en tant que telle serait raciste. La police en tant que telle mettrait en danger les gens. Comme si, ou tous les trois, on se sentait en danger dans la rue par la police. Bien sûr que non. La police, elle protège les braves gens, les honnêtes gens. Ça existe, ça. C'est ça. Et ça a un nom. C'est pas le populisme, pardon, monsieur le Premier ministre, mais c'est la France Insoumise et ses amis. Tout à l'heure, j'écoutais votre émission. Sandrine Rousseau qui dit il y a un geste inadmissible. Regardez, on va voir son tweet apparaître dans quelques instants. Sandrine Rousseau qui, commentant cette vidéo et l'action du policier attaquée, elle dit ce geste est inadmissible. C'est-à-dire tu t'attends quand même, attendez, on s'attend à ce qu'elle commence par dire taper à coups de barre de fer sur une voiture pour la police, c'est inadmissible. Non, elle a oublié ça. Ce qui est inadmissible, c'est un policier qui sort pour se protéger. Il se protège avec des gens qui tapent à coups de barre de fer. Enfin, attendez. Et je vais vous dire ça. Pourquoi je suis en colère? Parce que entre les deux tours de la présidentielle, le président du Sénat, fort respectable par ailleurs, il expliquait qu'il n'avait aucune valeur commune avec le Rassemblement national, c'est pas la première fois qu'il en avait, mais qui disait, entre les deux tours de la présidentielle, qu'il avait des valeurs communes, qu'il partageait des valeurs avec M. Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, vous partagez des valeurs avec quelqu'un qui dit de la police qu'elle tue, qu'il dit ce qu'il dit sans arrêt, vous avez fait allusion. Certainement pas. Alors, si vous voulez... Mais alors, il ne faut pas renvoyer les populismes. Attends, là, je comprends que vous voulez défendre l'extrême droite dans cette affaire. Mais vous êtes terrible. Est-ce que je défends l'extrême droite? Non, mais que vous sépariez les choses. Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un populiste qui est d'extrême gauche. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit et que c'était inacceptable de pouvoir dire que la police tue et c'est inacceptable de s'en prendre à elle et de légitimer ce type d'action. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a une stratégie derrière qui est la stratégie de radicalisation. Et que cette stratégie, je trouve que c'est la même que celle de M. Trump. C'est-à-dire qu'elle peut être de droite, d'extrême droite, elle peut être d'extrême gauche. C'est une stratégie
politique qui fait qu'on joue l'exaspération de la population et on fait monter les colères. Et donc c'est une stratégie qui, je suis d'accord avec vous, ici, dans le cas présent, est une stratégie menée par les forces d'extrême gauche. Quant aux valeurs de M. Mélenchon, je dois dire qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution des gens. Moi, j'ai connu M. Mélenchon, secrétaire d'État de M. Mitterrand, quand il était à la formation professionnelle. Je l'ai connu comme sénateur. Donc vous considérez que sur ce sujet, il y a eu une évolution sur très nette. Les valeurs, il y a une vraie dérive et le franchissement d'une ligne qui est une ligne républicaine. Et ça, je le pense vraiment. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas compatibilité entre nos valeurs et celles de M. Mélenchon. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que, bien sûr que cette scène est éminemment condamnable et cette façon dont ce policier se fait attaquer. Mais au fond, dans les réactions, on a aussi parfois le sentiment que le débat sur la violence dans la police et le racisme dans la police est un débat interdit. Qu'au moment même où on évoque ces sujets-là, immédiatement, on est renvoyé à des gens qui détestent. On peut poser ce débat sur le racisme dans la police et les violences dans la police sans être forcément... Non, mais c'est pour ça que je parle de la manifestation au sens large. Je serai le dernier à dire qu'il faut interdire des manifestations. Je suis tellement attaché à la liberté d'expression que je ne pense jamais que c'est la bonne réponse. En plus, tu transformes... Vous voyez que vous pouvez être bon. Hein, voyez vous caricaturez les gens comme tout à l'heure. Non, attendez, je peux dire un mot quand même. Bien sûr, évidemment. Sur le même ton. Tout à l'heure, vous disiez, je ne défends pas ce que vous appelez l'extrême droite. Je supporte plus seulement que vous savez qu'on ne dise pas... Lui, il a raison sur ce cas-là. C'est bien d'avoir ses colères. L'autre, il a raison. Comme dirait l'autre, c'est une colère saine. C'est ça. Ou alors parce qu'il y a des colères... On parle de Ségolène Royal au débat de 2007. Donc, juste, on peut poser cette question. Attendez, je finis. Ah oui, Robert Ménard termine et je finis là-dessus. Pardon, on se les pose, les questions. Il y a une inspection générale de la police nationale qui condamne un certain nombre de policiers quand ils ont fait un certain nombre de choses. D'ailleurs, leur rapport est paru cette semaine. Il y a des choses qui peuvent être inquiétantes. Il y a des comportements qu'il faut dénoncer. Ça n'a rien à voir avec un slogan. Attendez, c'est pas un slogan écrit dans une manif. C'est Monsieur Mélenchon qui tweet « La police tue ». Pas là en l'espèce, mais qu'il a tweeté. La police, pardon, ça n'existe pas. Moi, je dis pas les journalistes, ça. Il y a tel ou tel. Il n'y a pas ni les politiques. Vous savez, la démagogie, ça commence comme ça. Ça commence quand, au lieu de dire Monsieur Raffarin dit quelque chose, je dirais la classe politique dit quelque chose. Ça n'existe pas. La police n'existe pas. Les journalistes n'existent pas. Il y a des journalistes, des policiers, des hommes politiques, et on mélange pas tout. Juste ce que je voulais dire, M. Raffarin, je m'attache comme maire à ça. J'ai découvert ça comme maire. Il ne faut pas généraliser. Le monde, vous avez dit le mot juste tout à l'heure, c'est système. Quand on fait de la police un système. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour les policiers. L'organisation policière n'est pas raciste. Elle n'est pas. Qu'il y ait dedans, comme dans tout groupe humain, un certain nombre de gens capables de dériver. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a des outils pour corriger ça, et notamment l'IGS. Mais il est clair aujourd'hui que globalement, accuser un système, c'est faire de l'amalgame, c'est une forme de totalitarisme. Et en même temps, on voit aussi que cette question du racisme dans la police, et là je ne parle pas du slogan racisme systémique, on a des candidats à l'élection présidentielle qui ont promis des récépissés pour les contrôles d'identité, on a eu des paroles fortes et on a le sentiment que de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait, alors que je pense à un rapport de défenseur des droits qui date de 2017 ou qui établissait que quand on est noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler dans la rue. Ça, il faut aussi se dire que ce sujet-là n'est pas traité par les responsables politiques. Mais on peut pas les traiter avec le débat politique tel qu'il est. Aujourd'hui, les gens, d'abord, ne s'écoutent pas. On ne parle pas de faits. On généralise de la même façon que ce que je viens de dire sur les gens. On généralise. Moi, attendez. Comme maire, j'ai affaire à la police. Vous avez dû être exactement dans le même cas que moi. Tous les jours, les nuits, on m'appelle, on me dit un certain nombre de choses et tout. Ce que je veux juste dire, c'est que cette police-là, c'est terrible de rentrer dans certains quartiers où ils ont peur. Où les policiers ont peur, mais aussi, attendez, les pompiers ont peur. Moi, j'ai rendu hommage, la semaine dernière, à un policier qui est mort au feu. Mais attendez, les policiers... Être brûlé, c'est un truc terrifiant, mais être reçu dans des quartiers caillassés, dans des espèces de guet-apens, c'est terrible. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que on peut dire ça, mais dire qu'aussi,
Il y a des manquements. On essaie d'y répondre. Aujourd'hui, ce débat, il est impossible en France. Et vous savez pourquoi il est impossible? Parce que le débat, il est capturé par les partis politiques. Il est capturé, kidnappé, contrôlé par les partis politiques. Et la logique partisane, c'est de faire système, c'est de plus juger sur l'intérêt d'une proposition, mais sur qui la prononce. Vous savez, j'ai 70 ans, donc mai 68, c'est mon histoire. Mon histoire. Moi aussi, la mienne aussi. Dans les amphithéâtres... Vous n'étiez pas exactement du même côté en mai 68? Non, sûrement pas. Moi, je... Ouais. Non, je crois pas, mais c'est moi qui ai eu tort à ce moment-là, donc je le reconnais. Moi, j'étais pas... Vous étiez pas conservateur. Moi, j'étais avec des forces qui étaient des forces du centre, mais quand Jean-Jacques Servan-Schreiber et l'Express, j'étais plutôt dans ce combat-là. Moi, j'étais trotskiste, vous voyez, on était... Ah oui, voilà. Et je sais que vous avez un grand chemin, nous avons quelque chose en commun. Moi, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et vous êtes un vrai pèlerin politique. Je ne sais pas si je prends ça comme... Ah bah si, c'est pas mal. De la raison, monsieur. Oui. J'apprends des choses. Et je suis un des rares. Et c'est pour ça que la mairie est fondamentale. Et je suis un des rares. La mairie, elle m'a appris ça. Elle m'a appris aussi... ça se voit. Et elle m'a appris aussi, quand je me trompe, de le reconnaître. Quand je me dis une connerie, de le dire. Ça, c'est la sagesse. Quand j'ai pas été courageux, de dire que j'ai été lâche. Et j'ai des choses dans ma vie dont je ne suis pas fier, et je le dis, sans état d'âme. Et ça c'est très bien. Ce que je vous dis quand vous dites que le système des partis politiques, c'est vrai que les partis politiques aujourd'hui, on ne peut pas traiter des questions politiques facilement parce qu'ils sont devenus extraordinairement faibles. On n'a plus de partis de gouvernement qui, aujourd'hui, essaient de tenir un discours de responsabilité. Mais le système médiatique, sur ces questions-là, a ses responsabilités. Et au fond, il n'y a plus vraiment... Ce qu'on est en train de faire là, c'est assez rare. Il n'y a plus de débat aujourd'hui. C'est pour ça qu'on y compris entre des adversaires directs, une majorité à l'Assemblée et une opposition, mais non pas un débat où on fait un punchline et où ça dure quelques minutes. Mais on prend le temps de parler des sujets. Pour aller au fond des choses, on met ses tripes et ses convictions sur là. C'est un peu ça, la démocratie, finalement. Et aujourd'hui, on n'a pas un système médiatique qui va au fond des choses. Et je pense qu'un sujet comme celui-ci, aujourd'hui, je suis d'accord avec monsieur le maire de Béziers. Aujourd'hui, le climat tel qu'il est fait que si on traite la périphérie des sujets, on va complètement oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'on est en train de faire un procès inacceptable à la police. Et on vous a entendu, on continue cette discussion, ce débat. Dans quelques instants, on parlera du pouvoir d'achat et évidemment de l'interview du président de la République dans 40 minutes qui sera à suivre en direct sur BFM TV. À tout de suite. C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel. Vous regardez toujours C'est pas tous les jours dimanche, le duel du dimanche qui oppose, non, je ne vais pas dire oppose, qui permet de discuter, sinon Jean-Pierre Raffarin va m'enguirlander, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le maire de Béziers Robert Ménard. Dans un peu plus de 35 minutes, le président de la République qui prendra la parole à l'occasion d'une interview qui sera en direct à suivre sur BFM TV. Le président de la République qui devrait parler pouvoir d'achat avec ce que l'on subodore, la possibilité d'une annonce, notamment sur la question du carburant. Écoutez ce qu'en disait ce midi le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. Comme tous les Français, j'attends cette rentrée de la part du pouvoir en place un geste significatif sur le pouvoir d'achat. Plus que jamais, les Français sont seuls face à un mur de l'inflation qui n'arrive plus aujourd'hui à surmonter, à surpasser. Ce qui entraîne évidemment des privations très concrètes dans la vie des gens et notamment sur leurs loisirs, sur leur alimentation. Voilà, le Rassemblement national qui demande un geste. Et donc, cette information, il devrait y avoir quelque chose, on ne sait pas sous quelle forme, mais en tout cas, quelque chose de plus que ce qui était annoncé. C'est la clé pour que l'intervention du président de la République soit entendue par les Français et utile. Oui, je crois, tout à l'heure, on a parlé beaucoup de l'immigration, c'est un sujet pour les Français. Mais le pouvoir d'achat, c'est le sujet. Le sujet. Moi, je suis dans une ville où les transports en commun, vous prenez pas un bus le matin pour venir de je sais pas quoi, de Bassan à Béziers où il y a 15 km. Vous prenez votre voiture. Il n'y a pas d'autre solution dans cette France-là. Elle existe, cette France-là. Moi, je suis d'accord avec ce que dit M. Bardella, sauf qu'il dit pas quelque chose. C'est quelle réponse on apporte. Quelle réponse? Aujourd'hui, faire croire qu'on peut décider comme ça. Vous savez, il y a un drôle de raisonnement. On va diminuer de 20 centimes le prix à la pompe. Ça fait des recettes en moins de l'État. L'État, c'est nous.
L'État, ça j'ai appris de la mairie aussi. C'est que quand on te dit, c'est la mairie qui paye, mais c'est toi, Coco, qui va payer, c'est tes impôts. L'État, c'est pas, l'État s'en met plein les poches. L'État, c'est pas une entreprise privée où il y a des dividendes qui sont partagés entre les actionnaires. C'est nous, l'État. S'il a moins d'argent pour ça, il fera moins dans un certain nombre d'autres domaines. Il y a une forme de facilité, par exemple, quand le RN dit il faut baisser la TVA à 5 et quelques sur le carburant. C'est quoi? C'est une sorte de facilité quand on est dans l'opposition? Quand dans l'opposition, tu peux dire absolument ce que tu veux. Oui. Dans l'opposition, c'est le règne de la facilité. L'opposition, c'est le moment où tu peux faire toutes les promesses. Tout à l'heure, on parlait de l'immigration. On pourrait regarder Madame Meloni en Italie. Moi, je l'aime bien par ailleurs, mais elle a dit, parce que je trouve qu'elle est atlantiste, elle est pro-européenne. C'est pas mal qu'il y ait une droite comme ça qui le soit. Mais en même temps, sur l'immigration, elle a promis des choses. Elle a fait exactement le contraire un an après. Je pense sérieusement aujourd'hui que la seule solution, encore une fois, on n'est pas tous dans la même situation face à la pompe d'essence. Je fais pas injure à M. Raffarin ou à vous ou à moi pour dire, attendez, moi, honnêtement, je peux supporter le prix de l'essence tel qu'il est. Il y a des gens pour qui c'est pas possible. Bien sûr. Il faut juste faire une réponse en direction des gens les plus... où c'est le plus difficile, où les gens qui peuvent pas se passer de leur voiture. On n'est pas pareil dans un département rural qu'à Paris. À Paris, tu as un RER, un métro, et ton employeur, il peut payer le déplacement. Dans toute la France dont vous êtes, et dont je suis, cette France-là, elle n'a pas ces facilités-là. Oui. Il faut donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il va dire ça, qu'il promette plus. Attendez, Je veux bien qu'il y aura tout le temps des gens qui diront c'est pas assez. Moi, les gens autour de moi, si on leur dit à un certain nombre d'entre eux, vous allez payer moins cher, ça va coûter moins cher vos déplacements, je trouve que ce serait une vraie réponse. Réponse de Jean-Pierre Raffarin. Je suis sur les mêmes lignes. C'est-à-dire qu'il faut distinguer ce qui est de politique macroéconomique, de politique stratégique, et puis d'aujourd'hui des cas extrêmement douloureux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, globalement, l'inflation? À mon avis, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a la question de l'inflation, mais ce n'est pas le seul. L'inflation, d'abord et avant tout, c'est comme ça qu'on rattrape l'endettement. Toutes les périodes de l'histoire ont bien montré que l'endettement, quand il devient trop massif, la seule façon d'essayer de le baisser, c'est par l'inflation. L'inflation grignote les choses. Et donc, l'inflation, le problème, c'est que si macroéconomiquement, ça peut avoir des résultats, microéconomiquement, sur les gens, c'est-à-dire à l'échelle du consommateur, de celui qui... Ça touche les plus faibles, ça touche ceux qui ont besoin de voyager, ceux qui ont besoin de manger du pain, ceux qui ont besoin d'avoir les premières nécessités, et ces gens-là, ils souffrent. Donc d'abord et avant tout, il faut quand même se dire que l'inflation, sa source, c'est aussi la dette. Et donc, creuser la dette, c'est aussi servir l'inflation de demain. La dette d'aujourd'hui, c'est l'inflation de demain. Donc, essayer de faire en sorte que dans un budget, et notamment le budget 2024, il soit équilibré. On baisse notre niveau de dette, c'est très important. Donc attention aux dépenses, attention à disperser. C'est justement ma question. C'est pour ça, mais on va revenir justement à faire la différence entre la TVA, vous baissez la TVA, tout ça, mais vous aidez un certain nombre de gens qui n'ont pas besoin d'être aidés. C'est-à-dire, baisse de la TVA, vous aidez tout le monde. Il faut cibler ceux qui ont aujourd'hui... Donc il y a ça, qui est un premier problème, qui est l'inflation. Le deuxième sujet qui est très important, c'est aussi les bas salaires. C'est qu'aujourd'hui, ce que moi je n'ai jamais connu, c'est-à-dire que non seulement on manque de gens dans la restauration, dans le bâtiment, mais maintenant on manque de gens à l'école, on manque de gens dans un grand nombre de professions, y compris médicales, y compris infirmières, etc. Travailler la nuit, travailler le week-end, un certain nombre de sujets doivent être revus pour rendre le travail difficile plus rentable pour les gens. Donc là aussi, il y a un travail qui est très important. Et puis troisièmement, il y a l'action de première nécessité. Il y a en France des gens qui souffrent et c'est ceux-là qu'il faut aider. Oui, mais je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure, Robert Ménard. Là, on a quand même une situation qui est assez singulière où la Première ministre a annoncé la semaine dernière l'autorisation de la revente à perte. Dans la foulée, tout le monde lui a dit on ne veut même pas entendre parler les distributeurs. Et donc là, on a un président de la République qui, une semaine après, va sans doute être obligé d'annoncer encore une mesure supplémentaire pour le pouvoir d'achat. Premier ministre. Comment ça sert aussi quelquefois ça. Le président, il teste des choses. Oui, il envoie son Premier ministre quelquefois. C'est une vieille affaire. C'est sympa pour Elisabeth Borne, ça. Mais c'est toujours été comme ça. Non, mais elle a fait une idiotie quand même. Enfin, vous êtes terrible de ne pas appeler les choses par leur nom. Je veux bien la solidarité. Moi, je respecte les gens. J'attaque les idées. Mais attendez, je comprends bien. Vous rigolez, c'est quand même. Vous avez une dialectique
parfaite, bon, mais c'est pas la mienne. Donc, non, mais d'accord. Bon, donc je la respecte. Mais moi, je respecte ça, mais on peut appeler un chat, ça nous aidera. Ça nous aidera à avancer. Moi, je ne cherche pas à blesser parce qu'en général. Mais moi, je cherche pas à blesser. Oui, c'est bien pour ça que moi, je fais attention à ça. Mais je vois que vous y allez direct. Non, mais c'est de style. Parce que je dis les choses directement. Votre question, c'était. Ma question c'était, annonce de la Première ministre il y a une semaine, revente à perte, personne n'en veut, et donc le président est obligé de faire une annonce supplémentaire. Alors même, rappelons-le, et Jean-Pierre Raffarin, je vous demanderai votre avis dans un instant là-dessus aussi, tous les ministres ont passé leur temps dans les médias ces derniers jours à dire on n'a plus les moyens de faire la moindre aide. Attendez, mais c'est pas seulement ça. Alors, vous allez le prendre comme une attaque quasi personnelle pour la Première ministre, mais son entêtement, parce que tout ça, elle s'est fait renvoyée dans ses cordes par tout le monde, mais elle ose dire qu'il y aura quand même un projet de loi pour permettre aux grandes surfaces de vendre à perte. Je veux bien cet entêtement, mais de temps en temps, tu pourrais dire... Et ça servirait, Monsieur le Premier ministre, sérieusement, ça servirait la politique. Si elle disait, en l'occurrence, je prends elle parce que ça tombe, on parle de ça, je me suis trompé. J'ai voulu bien faire. Pas forcément trompé. J'ai testé et j'ai compris que c'était pas bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle aurait pu tester avant, mais enfin, ça, c'est un autre paire de manches. Mais surtout qu'elle s'entête pas. Le Parlement n'a pas autre chose à faire que se pencher sur un texte dont tout le monde sait que personne ne l'appliquera. Il y a quand même une attitude comme ça, un déni de réalité. Non, je le dis sérieusement. Je vais vous dire, je quitte Madame Borne. Je pense que on crève la démocratie est fragilisé par des attitudes qui fait que personne n'a jamais tort. Que les hommes politiques, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous sur les partis politiques. Oui. C'est pas leur faiblesse, ils ont toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui... Quand le MPPS, c'était deux partis de gouvernement qui avaient des projets, qui avaient des leaders, qui étaient des structures. C'est vrai qu'ils ont pris, on ne va pas revenir là-dessus parce que vous allez dire que je vais ressasser toutes les mesures qu'ils n'ont pas prises, qu'ils auraient pu prendre. Parce que, et toutes celles qu'ils ont prises et qu'ils ont bien fait de prendre. Bien sûr. Attendez. On peut prendre la liste. Sur l'immigration, on ne va pas y revenir, mais là, ils n'en ont pas pris beaucoup, ni les uns ni les autres. Vous voyez, je renvoie les uns et les autres. Non, je crois qu'il y a une incapacité, je ne sais pas, congénitale, je ne sais pas comment dire, des hommes politiques, là, en l'occurrence, de dire « je me suis trompé, je le reconnais ». Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je crois que... Sérieusement, si vous voulez, la vente à perte, c'est un sujet quand même très important, qui est au cœur d'un grand nombre de nos lois, parce qu'on a toujours voulu interdire la vente à perte pour éviter que les grandes surfaces... 63. Depuis 63. Fassent du mal aux indépendants. La loi Galland et tout ça, parce que la vente à perte, ça détruit les PME du commerce, et ça aussi a un impact terrible sur les producteurs. Parce que ça, on essaie de faire en sorte que ces pressions-là sur les producteurs. Donc on a voulu protéger avec l'interdiction de la vente à perte. Alors je trouve qu'il y a quand même un débat là, qui est un débat de fond et technique, qu'il était nécessaire d'avoir avant de lancer le débat politique. Et par ailleurs... C'est un vrai débat de fond. Toucher la vente à perte, c'est toucher un point clé de la politique du commerce en France. Et par ailleurs, allez-y, Robert Ménard, et après je... Oui, et puis vous vous rappelez, dans le même débat, elle avait juste oublié les petits vendeurs, oui, parce qu'ils sont plus petits, vendeurs d'essence, qui se battent comme je sais pas quoi pour être maintenus dans l'arrière-pays chez moi, et qui déjà, ils sont tués par les grandes surfaces. Ça renvoie à un autre débat. Vous savez, moi, comme maire aussi, je suis arrivé dans ma mairie, j'ai interdit la construction de toute nouvelle grande surface. Vous avez été ministre dans ce domaine-là. Les grandes surfaces, elles ont tué notre commerce. Et c'est pour ça que Jacques Chirac, quand maire de Paris et qui était mon président quand j'étais ministre, il n'y avait pas une grande surface à Paris. Oui, mais dans tout le reste de la France, nos villes sont entourées, vous savez, de cette France moche qu'on découvre avec ces grandes surfaces qui ont tué nos commerces de centre-ville. Ça aussi, ça a été des choix qui ont été faits. Vous ne voulez pas qu'on revienne sur le passé. Mais enfin... si, on peut revenir sur le passé. Mais ce sont des sujets très importants, ça, parce que ce sont des sujets qui concernent non seulement les territoires, parce qu'en effet, il y a un grand nombre de territoires aujourd'hui qui sont asphyxiés, et puis aussi les entreprises et les PME. PME de commerce ou PME qui sont des producteurs et qui ont besoin d'être protégés. C'est très intéressant, on continue à discuter. Je voulais aussi revenir avec vous sur ce que l'on a vu mercredi soir. C'était à Versailles, le dîner d'État avec Charles III, la reine consort Camille. Voilà, on voit ces images, cet accueil sur le tapis rouge. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes un habitué des dîners d'État, vous en avez fait beaucoup, non ?
J'en ai fait pas mal, oui. Vous en avez fait avec la reine Elisabeth ou pas? Je l'ai reçue à Matignon, oui, avec le prince Philippe. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Je pense que, en dehors des questions de face dont on peut parler, je crois qu'il est très important en ce moment de parler avec le Royaume-Uni et de faire attention à l'opinion publique du Royaume-Uni. Il s'interroge. Vous avez vu cette manifestation pour revenir dans l'Union européenne? Et on n'en a pas parlé encore, mais moi je suis extraordinairement préoccupé par la situation internationale. Et vous savez que la seule vraie force qu'il y a en Europe au point de vue défense, c'est quand les Anglais et les Français sont d'accord et que nos deux armées travaillent ensemble. Absolument. Or, nous avons des accords très importants et qu'il faut protéger cela parce que pour le moment, c'est la force européenne. Si on ne veut pas être complètement dépendant des États-Unis, on a besoin d'une coopération avec l'Angleterre. Et donc, stratégiquement, ce voyage était très important. Parce que vous évoquez les opinions publiques internationales, mais moi, je voudrais revenir sur l'opinion publique nationale. Il y a un sondage qui a été fait, je crois que c'était pour l'Institut Odoxa pour le Figaro, qui disait que 51%, donc plus d'un Français sur deux, qui désapprouvait ce dîner. Mais qui approuvait la visite. Oui, absolument, vous avez raison, mais il s'avère qu'il y a une sorte d'abcès de fixation sur ce dîner. Robert Ménard, c'était de trop ou... D'abord, c'est un Français sur deux, c'est pas massif, c'est pas 90%. Non, vous avez raison. Et par ailleurs, sur les Champs-Élysées, ils étaient nombreux à prendre des photos. Hein. Écoutez, moi, je suis partagé parce que quand j'entendais, par exemple, c'est les gens qui ont préparé le repas, les chefs qui ont préparé, les gens qui ont fait le pain, les gens qui ont fait les desserts, la fierté qui était la leur de montrer le savoir-faire français. Le savoir-faire, c'est pas rien, on vit aussi de ça. Le faste français, mais ça a été un atout dans notre diplomatie, le faste, la culture française. Oui, c'est talent, c'est la diplomatie de la casserole. Mais ça existe, pardon, ça existe. Je comprends bien. Je comprends qu'on puisse être choqué parce que on se dit, en gros, combien ça coûte. Mais je me méfie, regardez, je suis d'accord avec vous, de ceux qui jettent de l'huile sur le feu en disant, oui, à l'heure où les Français sont malheureux, regardez, il est coupé du monde, il est dans son château et tout. Honnêtement, c'est d'une telle facilité. Ça, c'est de la démagogie à l'état pur. De la démagogie à l'état pur. Je comprends. En plus, attendez, on se rappelle qu'il y a 6 mois, on l'a pas reçu, Charles III, parce qu'il y avait des manifs dans nos rues, qu'elle camouflait quand même. Tu vois, il arrive, une visite d'État, on l'annule. On lui devait bien de le recevoir de façon un peu fastueuse. Moi, j'aime bien Versailles. Je suis pas de ceux qui pensent que la France a commencé en 1789 et la France de la royauté, elle a des chats, mais elle a un atout. Je la regrette pas, je vous le dis tout de suite. C'était amusant, j'étais à l'accueil à Charles de Gaulle, à la place Charles de Gaulle, à l'Arc de Triomphe, et il y avait devant le gouvernement, et quand le roi Charles est arrivé, ils étaient tous avec un appareil photo. C'est amusant de voir le gouvernement républicain qui photographiait la monarchie. Donc tout ça pour dire qu'il faut se méfier de ces sujets-là. Le général de Gaulle, dans le fil de l'épée, dit des choses très importantes sur le prestige et la distance nécessaires. Et il faut de la compréhension, naturellement, de tout ce que sont les préoccupations de l'opinion publique, mais de temps en temps, il faut affirmer aussi le prestige d'une nation. Et là, à cette occasion, le prestige de notre nation a été exprimé. Et d'ailleurs, parce que sinon vous allez dire que je suis caricatural, donc je ne le suis pas trop, on a vu aussi ces images au Sénat de parlementaires de toute obédience et de tout parti debout. C'est-à-dire, on a même vu des sénateurs et des élus communistes applaudir debout le discours du roi Charles III. Ça, c'est bien la preuve que, même s'il y a ce sondage-là sur le dîner à Versailles, qu'il y a une forme de... peut-être pas d'unanimité, mais en tout cas au moins de point de consensus sur ce point-là. Il y avait des députés aussi, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à... Au Sénat, on est bien élevé, et quand on reçoit quelqu'un, eh bien, on fait en sorte qu'on le respecte. J'espère que vous aviez enlevé les... Vous n'avez pas de députés de la France Insoumise, de sénateurs de la France Insoumise, mais il y avait des députés, alors ils se sont bien tenus. Comme quoi, finalement, il reste un fond d'éducation qui fait que quand on reçoit les gens, on les applaudit et on se lève. C'est pour ça qu'il faut maintenir le maire au Parlement. Parce que ce que vous avez appris en étant maire, ce qu'on doit apprendre en faisant de la politique, c'est très dangereux de faire voir des gens qui vont à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas cette expérience-là, ni vraiment des formes de souffrance, ni vraiment des formes de courage de la décision. Vous y revenez. Je suis à la fois absolument d'accord avec vous, et en même temps, je me dis, je serai sénateur ou député, je ne sais pas, je vous avoue, que je ne sais pas comment j'arriverai à être le maire que je suis, c'est-à-dire partout, tout le temps. Alors nous, avec ma femme, on cumule à deux, c'est une façon de faire. Non, je pense qu'il y a peut-être une réponse, mais il faudrait que vous êtes mieux à même que moi d'y répondre. Ce serait peut-être, pour être député, sénateurs, ils le sont tous en général avant,
Pour être député, il faut au moins avoir eu avant un mandat local qui vous fait que vous savez un tout petit peu de quoi vous parlez. Voilà. C'est vrai. J'essaye parce que mais ancien maire et maire, c'est pas pareil. Hein. Et je sais bien. On oublie. Et la responsabilité, vous l'avez sur les épaules. 24 heures sur 24. C'est un débat passionnant sur la question notamment du cumul mandat. Juste avant d'aller de parler de la NUPES, je voudrais vous montrer une photo, un dernier mot sur ce dîner d'État, parce qu'il s'avère que le plan de table était fait de telle manière que le président du Sénat, Gérard Larcher, était à côté de Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Vous, Jean-Pierre Raffarin, vous avez été... Quand j'étais jeune, on était séparés en 2 catégories. Il y avait ceux qui aimaient les Rolling Stones et ceux qui aimaient les Beatles. Ceux qui aimaient Johnny et ceux qui aimaient les Mitchell. Voilà. Oui, de votre côté, il n'y a pas trop de doute sur qui vous préférez. Et moi, j'étais plutôt Beatles que Rolling Stone. Mais passer une soirée à côté de lui, c'est quand même un truc fantastique. C'est la classe. Ça a dû le sortir de la politique 5 minutes quand même. Pensez qu'il lui a parlé des sénatoriales Non, mais je pense qu'il lui a parlé de leur dernière tournée, le dernier disque là qui sort ou qui est sorti. Les sénatoriales, honnêtement, je pense que tout Lord. Mick Jagger? Oui. Ah oui, absolument. Oui, donc je crois pas parler de l'aristocratie politique, les lords d'un côté, les sénateurs de l'autre. C'est ça, parce que les sénateurs sont les aristocrates de la République, c'est ça? Un petit peu quand même. C'est une forme, c'est des élus indirects. C'est pour ça que ça passionne pas grand monde. Voilà. Et en même temps, ce qui se passe... Mais c'est important parce que c'est des élus de la distance qu'il faut... Et on le voit, attendez, honnêtement, jusqu'à présent, quand même, tu pouvais brocarder sans beaucoup de risques le Sénat, tu te mettais tous les rieurs de ton côté. On va parler du Sénat dans un instant. C'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu vois que le Sénat, c'est quand même l'endroit où il y a un peu de raison et où on écoute les gens qui n'ont pas ton point de vue. Et on va y revenir dans un instant. Un sujet que je voulais aborder avec vous aussi, c'est ce qui se passe à la NUPES, où l'explosion n'a jamais paru aussi proche. Cette semaine, la députée insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, a comparé le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, à Jacques Doriot, comparaison qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Jacques Doriot, communiste, maire de Saint-Denis, devenu collaborationniste, qui finit par combattre sur le front de l'Est dans un uniforme nazi. Voilà, vous voyez ce qu'a partagé Sophia Chikirou. L'histoire se répète et il y a du Doriot dans Roussel. Indignation générale partout, sauf le noyau dur de la France insoumise. Robert Ménard, comment on en arrive là? Est-ce que ça c'est quoi, l'acte définitif de la mort de la NUPES? C'est une saloperie absolue de traiter quelqu'un de Doriot. C'est une saloperie absolue. Il n'y a pas d'excuse. Enfin, je ne sais pas, allez trouver. Mais en même temps, quand même, moi, je vais juste vous dire quelque chose, parce que j'ai quand même fait pardon d'avoir un peu de mémoire à le rappeler. Quand j'ai été élu maire de Béziers, entre les 2 tours, les communistes de ma ville, avec les socialistes, je m'empresse d'ajouter, manifestaient, vous savez, sur le slogan « Les loups sont rentrés dans Béziers ». Vous vous rappelez la chanson de Serge Reggiani, les loups. Je rappelle ça. Au fond, ces gens-là, ils ont tenu ce discours-là. Traiter Marine Le Pen, et je ne suis pas d'accord, Monsieur le Premier ministre, avec tout ce qu'elle fait, mais de nazis, comme ils l'ont fait pendant des années, ou de fascistes, ils reprennent, c'est le boomerang. C'est bien fait pour eux. Ils ont manié ça. Moi, je me suis fait traiter de... Vous savez, j'étais trotskiste, je voulais avouer. Les trotskistes, hitléro-trotskistes, dans des manifestations par la CGT, le Parti communiste. Ils ont manié cette rhétorique abominable pendant des années. Et maintenant ils trouvent... Tu es toujours, vous savez, c'est les révolutions, tu es toujours mangé par plus extrémistes que toi. Et vous verrez que Mélenchon, il trouvera des gens encore plus allumés que lui. On parlait de Sandrine Rousseau, elle serait capable de lui reprocher encore un certain nombre de choses. Qui a condamné cette comparaison entre Fabien Roussel et Jacques Doriot? Jean-Pierre Raffarin, qu'est-ce que ça dit de l'état de la NUPES? Le procès du communisme. D'abord, les communistes évoluent quand même. Et je crois que Roussel... n'est pas dans cette vieille tradition communiste. Il a évolué considérablement et on n'est plus quand même sur le même type de communiste que ceux qu'on a connus dans l'histoire. Sur cette comparaison, sur cette comparaison, je trouve que tout à fait c'est ignoble. C'est inacceptable. Je me sens solidaire de M. Roussel. M. Roussel, il a ses opinions. Il m'a souvent attaqué. Il est très virulent. Néanmoins, à l'Humanité, pour sa fête, il fait un débat avec Édouard Philippe. C'est quand même un débat républicain. Et donc, donc, il faut accepter quand même que c'est un adversaire, mais on ne peut pas l'insulter comme ça en le traitant. Il faut le défendre. Il faut le défendre. Ce que je crois qui est quand même très important, c'est de bien voir que derrière ça, il y a une stratégie. C'est
c'est une stratégie de provocation, c'est une stratégie... Pourquoi? Pour faire éclater la NUPES? Pour faire monter la radicalité, pour aller à la violence, parce que c'est un acte de violence. La violence verbale, c'est le début de la violence. Et c'est comme ça que, je veux dire, la guerre, la violence, tout ça, c'est sœurs jumelles. C'est une montée des colères et des exaspérations pour sortir la personne d'elle-même et qu'elle perde son humanité. Et cette logique-là de violence, que ce soit vis-à-vis de la police, que ce soit vis-à-vis des insultes, que ce soit vis-à-vis d'un certain nombre de polémiques, c'est une crise stratégique. Et c'est pour ça que c'est un adversaire très grave. Et c'est une stratégie électoraliste. Ils ont le sentiment que les endroits où la NUPES, et surtout la France Insoumise, fait les plus gros scores, ils pensent que si tu tiens des propos comme ça, si quelqu'un qui, au fond, qui défend des choses françaises qu'on aime tous, et que tu lui tapes dessus, ça fait plaisir à ton électorat. Si tu dis que la police tue, ça fait plaisir à ton électorat. Si tu traites n'importe quel pro-israélien de je sais pas quoi, d'assassins de Palestiniens, ça fait plaisir à ton électorat. C'est aussi minable que ça, monsieur le Premier ministre. Je suis d'accord. Deux choses. Un, c'est complètement exact ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est électoraliste. D'une part, ils mobilisent leurs électeurs, enfin leurs potes, leurs militants, leurs supporters, mais d'autre part, ils jouent ce qui est en train de se passer dans nos républiques, c'est-à-dire un faible taux de participation. Et c'est donc la radicalité qui peut gagner une élection avec des minorités parce qu'il y a beaucoup d'abstention. Et donc c'est une stratégie, au fond on se dit, c'est pas la peine de chercher à avoir 50% des voix, si vous avez 20%, mais 20% radicalisés qui vont voter, qui se mobilisent et tout ça, vous pouvez gagner. Et au second tour avec ce type de... Mais ça c'est la logique, il ne faut pas aller chercher ailleurs, c'est l'équipe Trump qui a créé tout ça. Et c'est chez Trump, tout ça, tous ces ingénieurs du chaos qui créent ce... Dieu merci. Dieu merci. Et l'algorithme permet ça. Dieu merci, ils ne gagneront pas. Le peuple français, il est plus raisonnable que ça. Jean-Luc Mélenchon ne gagnera pas? Mais bien sûr qu'il ne gagnera pas. Je veux dire, en même temps, il est en train, il tape les derniers clous du cercueil de ce qu'a été le communisme au sens large. C'est bien tout ce que vous dites là. Vous êtes en train de... Vous allez arriver un jour, mais pas maintenant encore, il faut encore quoi, mais finalement, toute élection présidentielle se gagne au centre. Voilà, on ne sait pas si on va vous mettre d'accord, mais vous parlez... Je vais vous dire quelque chose. Rapidement, Robert Ménard, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut être raisonnable, respectueux. Le problème, c'est que le raisonnable et respectueux, dans la classe politique jusqu'à présent, c'est un truc un peu gnangnan, vous savez qu'il n'y a pas de force et tout. On peut être tolérant et avoir des convictions. On peut être pour des positions plus centristes au sens raisonnable, sans être un gnangnan qui ne veut rien faire de quoi que ce soit et qui n'a aucun courage politique. Il faut être raisonnable et courageux. Vous n'êtes pas perdu pour la politique. Et courageux. Au bout d'une heure de débat, on réussit presque à vous mettre d'accord. Je voudrais qu'on fasse un détour, on en parlait tout à l'heure, par le Sénat, où on va retrouver Perrine Vaz, que les résultats sont en train de tomber. Et Perrine, fait notable, le Rassemblement national fait son retour au Palais du Luxembourg. Oui, absolument. On sait de sources sûres qu'il y a au moins un député Rassemblement national du Nord-Pas-de-Calais qui a été élu et qui arrivera ici dans la Chambre haute. Alors, il y a peut-être un deuxième député Rassemblement national en Moselle qui pourrait être élu ce soir. En tout cas, ils seront bien loin de faire un groupe. Il faut 10 sénateurs ici pour faire un groupe. Certains espéraient atteindre le chiffre 5, mais visiblement, ce serait plutôt autour de 2 ce soir. On avait parlé un peu plus tôt, Benjamin, également, et bien peut-être de la déroute de la majorité présidentielle, une déroute plus mitigée que prévu. Je viens d'avoir François Patriat, le patron de cette majorité présidentielle ici au Sénat, qui m'explique qu'il pourrait passer de 24 sièges à 21. Il perdrait tout de même 3 sénateurs face à Horizon. Avec Édouard Philippe, c'est un duel à distance pour 2027, face à Horizon qui, lui, pourrait en gagner. Certains disent une petite dizaine, certains en voient un peu moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe Horizon devrait s'étoffer ici au Sénat. Et puis enfin, un dernier mot en vous disant que les écologistes pourraient être les grands gagnants. Ils sont actuellement à 12 sénateurs et pour l'instant, on me parle de 15 à 16 sénateurs gagnés, peut-être plus. Merci beaucoup Perrine Vaz en direct du Sénat. Vous êtes avec Julien
à Palou. Un commentaire chacun avant de vous laisser, messieurs. Jean-Pierre Raffarin, entrée du Rassemblement national, retour et Horizon qui fait une... J'étais longtemps sénateur et il y avait toujours un ou deux représentants du Front National, donc c'est pas tout à fait nouveau, mais ça me paraît pas à un ou deux sénateurs un triomphe, de même que Renaissance qui en perd 3. Je suis assez sensible à la victoire d'Horizon et d'Édouard Philippe. Rappelons que je trouve ça, j'ai une sympathie pour Horizon et pour Édouard Philippe. Et donc je suis plutôt content de tout ça. Le fond de l'affaire, si vous voulez, dans ces élections-là, aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir dégager une stratégie. J'espère que le Sénat va avoir une stratégie, parce que c'est une force politique indispensable quand la majorité est relative. Et ce qu'il faut, c'est qu'il puisse proposer, et notamment proposer un certain nombre de textes. On a parlé de 2 sujets très importants, parmi d'autres. Tout ce qui touche l'immigration, tout ce qui touche le pouvoir d'achat. Le Sénat devrait pouvoir préparer des textes. Robert Ménard, le Rassemblement national, qui donc devrait à minima obtenir un siège de sénateur. On devrait tous s'en réjouir. Moi, je ne suis pas membre, j'ai jamais été membre du Rassemblement national. Je trouve que le Rassemblement... été soutenu par le Rassemblement national. Mais que le Rassemblement national soit présent au Sénat, c'est une bonne chose. D'abord parce que tu apprends un certain nombre de choses en étant dans des instances comme ça. Et je trouve que tout le monde devrait s'en féliciter. Que tu ne partages en rien les points de vue du Rassemblement national. Regardez, on parlait de la France insoumise, mais je trouve pas normal que la France insoumise n'ait pas un seul sénateur. D'abord peut-être parce que les sénateurs lui apprendraient à parler un peu plus calmement, sans hurler après tout le monde, mais je trouve que tous les courants politiques doivent être présents. Et en même temps, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que la proportionnelle soit le meilleur système en France, mais il faut un minimum de présence. Je suis content pour le Rassemblement national et encore une fois, s'il y avait eu des élus de la France insoumise, j'aurais applaudi parce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, pas pour eux, pour nous tous. On pourrait être d'accord. Moi, je suis d'accord avec 2 parlementaires du Rassemblement national, c'est parfait. Et à 19h52, on termine ce débat, ce duel là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous encore quelques minutes jusqu'à 20h. En attendant, on va rejoindre Anthony Lebos à l'Élysée. Anthony, est-ce qu'il se confirme que le président de la République devrait, dans quelques instants, annoncer un geste pour le pouvoir d'achat des Français ? On saura dans moins d'une dizaine de minutes maintenant pour cette interview du chef de l'État à la télévision. On saura quelle annonce ce sera. Pourrait-elle évidemment bien concerner le pouvoir d'achat? C'est ce qui se précise. Première préoccupation des Français avec les prix de l'alimentation et les prix du carburant qui sont toujours aussi élevés, des millions de Français qui subissent l'inflation depuis des mois. Peut-on par exemple s'attendre à un coup de pouce, un geste pour le portefeuille des Français ou bien à une ristourne sur le carburant, surtout après le refus des distributeurs de vendre à perte, échec d'une proposition du gouvernement? En réponse, Benjamin, donc dans moins de 10 minutes maintenant avec cette interview du chef de l'État à suivre en direct sur BFM TV. Emmanuel Macron sera aussi interrogé sur d'autres thèmes qui ont fait l'actualité en cette rentrée politique, l'international, l'immigration, l'éducation et le harcèlement scolaire par exemple. L'Élysée insiste surtout sur la transition écologique qui sera abordée lors de cette interview. Pourquoi? Parce que demain lundi, Emmanuel Macron lui-même présentera la planification écologique de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le chef de l'État va donc dévoiler les contours de ce plan déjà critiqué par les oppositions. On peut aussi imaginer des questions relatives à l'immigration parce que c'est un thème qui a occupé la classe politique ces derniers jours. D'une part avec l'arrivée des migrants à Lampedusa sur le sol européen, aussi par les déclarations politiques du pape François à Marseille qui s'est dit favorable à l'accueil des migrants. Interview sur beaucoup de thèmes, ça devrait durer entre 20 et 30 minutes. Ça va se dérouler dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est à suivre sur BFM TV. Merci beaucoup Anthony Lebos en direct de l'Élysée. Vous êtes avec Corentin Préat, m'ont rejoint avant que le chef de l'État prenne la parole en direct sur BFM TV, Amandine Atalaya, Alain Duhamel, Bruno Jeudi et Gaëtan Mélin. Pour rebondir sur ce que disait Anthony Lebos, Bruno Jeudi, le point central, ce qui sera attendu, c'est cet éventuel geste sur le carburant. C'est la préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat. Oui, forcément, parce que les carburants ont dévoré le pouvoir d'achat, la hausse des carburants depuis l'été, depuis vraiment le mois de juin, a dévoré le pouvoir d'achat des Français. Et on se retrouve à la rentrée avec des Français qui se retrouvent avec un prix de l'essence qui est plus élevé que l'année dernière à la même époque, où il y avait les ristournes, 30 centimes, plus 20 centimes de total. Et là, elles ne sont plus là. Donc pour les Français, c'est forcément très difficile. Et si le président veut être audible, c'est évidemment le pouvoir d'achat qui doit être au centre de son intervention, même s'il a l'intention de faire une sorte de rentrée politique sur tous azimuts, sur tous les sujets, immigration, planification écologique, harcèlement scolaire et même les questions internationales. Donc c'est quand même
a priori une intervention assez dense qui se prépare, mais je pense que pour beaucoup de gens qui vont regarder ce soir, c'est d'abord le pouvoir d'achat qui va compter, surtout qu'il y a eu, on va dire, l'échec d'Elisabeth Borne assez retentissant le week-end dernier avec cette annonce qui a fait un flop aussi retentissant, à savoir que quasiment ils sont obligés, ils abandonnent la mesure. C'est ce qui va ressortir de cette intervention ce soir, c'est la fameuse revente à perte. Alain Duhamel, c'est d'autant plus important que, comme le disait Bruno, on a non seulement eu une mesure annoncée par la Première ministre la semaine dernière qui a été immédiatement contestée par ceux qui pouvaient la mettre en œuvre, à savoir les distributeurs. Et en même temps, on a des ministres qui passent leur vie à nous dire qu'il n'y aura plus d'argent dépensé pour soutenir les Français parce qu'on ne peut pas se le permettre. Que faut-il comprendre ? Que le gouvernement se trouve dans une situation complètement contradictoire parce que les mesures qu'on attend de lui sont des mesures qui, par principe, ont un coût. Alors que son objectif prioritaire, c'est mercredi qu'on va en Conseil des ministres examiner le projet de budget, sont de diminuer les déficits. Et donc, dans ces conditions, il n'y a pas de marge. Donc, quand il n'y a pas de marge, il faut se contredire. Et ça me paraît évident, on va voir dans quelques instants, mais ça me paraît évident qu'Emmanuel Macron va contredire d'une manière ou d'une autre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Gaëtan Mélin, sur le véhicule que pourrait être cette aide, c'est quoi ? Ça pourrait être un chèque pour les plus modestes, ça pourrait être une ristourne pour tout le monde, une baisse de la TVA, ça paraît plutôt exclu à partir du moment où ça a été contesté comme une solution possible. Sans dépenser d'argent supplémentaire, le président de la République pourrait très bien utiliser l'enveloppe qu'il avait débloquée au 1er janvier via le chèque carburant. On se souvient, 100 € pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Solde. Le solde, effectivement, puisque à ce jour, il n'y a que 4,35 millions de Français qui l'ont demandé. Ça veut dire qu'on a dépensé que 435 millions d'euros. Donc, il en reste un peu. Le président pourrait tout simplement dire, le solde qui reste, on le redistribue à ces travailleurs qui en ont le plus besoin. Parce qu'on rappelle encore une fois qu'il y a une grande majorité de Français qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Et avec cette flambée des prix du carburant, ça devient très pénalisant. Et en plus, on pourrait dire aussi que l'avenir est très incertain parce qu'on a aujourd'hui un baril de pétrole qui est repassé au-dessus des 90 $. On a un prix des carburants qui frôle désormais les 2 €, qui parfois même dépasse cette barre des 2 €. Et l'avenir est assez inquiétant puisqu'on sait que les pays producteurs de pétrole visent les 100 $ le baril. Donc on ne voit pas comment les prix du carburant pourraient repartir à la baisse. Robert Ménard, à Béziers, c'est ce dont vous parlent vos administrés. Oui, moi comme maire, moi je commande pas, je fais un peu de politique quand même. Moi j'attends deux choses, j'attends 2 choses ce soir. Ce que vous venez de dire madame, c'est-à-dire une mesure pour les plus faibles, pour les gens chez moi. Les gens chez moi, voilà, il y a les ciblés, ceux qui n'ont pas d'argent et qui peuvent de toute façon pas faire autre chose que prendre la voiture, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de RER, de métro dans nos villes et autour de nos villes. Ça. Et la deuxième chose, on sort sur l'immigration, arrêtez de nous parler de la fermeté, mais de l'humanisme, vous savez, tous ces mots qui ne veulent rien dire, pour dire qu'est-ce qu'il compte faire concrètement, quelles mesures il veut prendre, comment il va faire pour que les gens qui doivent être expulsés le soient, comment il va faire pour répondre à cette fragilité, pas seulement économique, mais identitaire, culturelle, d'une bonne partie des Français. Moi, c'est de ça dont on me parle chez moi. Dans quelques instants, cette interview à suivre en direct sur BFM TV, Jean-Pierre Raffarin, vous avez été Premier ministre, vous connaissez parfaitement ce genre de l'intimité, la difficulté de ces moments où on le voit, on est attendu sur divers sujets, avec parfois des injonctions contradictoires entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable. Comment est-ce qu'on réussit une interview comme celle-là dans une rentrée qui est aussi délicate, avec, rappelons-le, une majorité relative et une sorte de Gulliver enchaîné qu'est le gouvernement ? Gouverner, c'est choisir. Je crains ce soir qu'il y ait trop de sujets sur la table. La politique internationale, la crise économique, la crise sociale, les tensions politiques, la majorité relative, etc. Le grand danger, c'est de balayer beaucoup trop de choses. Il faut choisir. Quelles sont les priorités des Français et notamment, quels sont, dans les 18 mois qui viennent, les sujets qu'on va traiter au fond avec une vraie politique et donc un appui du Parlement sur ce sujet. Donc je pense que ce que moi j'attends, c'est une sélection dans toutes nos préoccupations. Tous les sujets aujourd'hui sont difficiles. Quand vous regardez la situation internationale, il n'y a pas un sujet qui apparaît possible. Le Maghreb, l'Afrique, évidemment l'Ukraine, l'Arménie, la Chine, les États-Unis. On est dans une situation internationale extrêmement difficile, une situation politique française et européenne très difficile.
Donc aujourd'hui, si on veut décrire tous les problèmes et apporter toutes les solutions, on ne sera pas audible. On choisit. Quelles sont les priorités? Pouvoir d'achat, immigration, et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait dans les 18 mois là-dessus. J'en profite pour remercier Robert Ménard qui doit aller prendre un avion. Il ne faudrait pas qu'il le rate à cause de nous. Amandine Atalaya. En tapier, on n'est pas remercié. Pas du tout, évidemment, mais j'attends un tout petit peu pour vous remercier. Mais bien évidemment, merci Jean-Pierre Raffarin. Animer, c'est choisir. Animer, c'est choisir, exactement. Amandine, un mot. On en revient. Il faut dire qu'on a été un petit peu étonné par cette prise de parole. Et donc, je salue Jean-Pierre Raffarin qui donc s'en va. Et j'accueille Guillaume Tabar du Figaro. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Amandine Atalaya, il faut dire on a été surpris par cette annonce de prise de parole. C'était hier. C'est le signe qu'une fois encore, tout relève du président de la République, qu'il considère qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui, c'est-à-dire d'ailleurs qu'Elisabeth Borne risque d'en prendre encore un peu pour son grade ce soir, parce qu'entre la mesure de la revente à perte qui va être oubliée et le fait que, par exemple, sur le projet de loi immigration, c'est mal parti pour un vote, ça va encore être une interview un peu difficile pour la Première ministre, puisque toutes les dernières interviews, vous vous souvenez, c'était « j'espère qu'elle y parviendra ». J'espère qu'elle parviendra à trouver une majorité, j'espère qu'elle parviendra à trouver un consensus. Donc Emmanuel Macron trouve que oui, c'est lui qui fait le mieux, non seulement le service après-vente, mais les annonces. Et là, il estime qu'il est dans une semaine qui lui est favorable, en tout cas parce que sur le plan diplomatique, ça s'est bien passé, Charles III, le pape, la sécurité, et donc sur un moment avec un peu plus d'optimisme, vous savez que le président y est attaché, il pense que c'est le bon moment pour intervenir sur a priori l'économie notamment, le pouvoir d'achat et essayer de rassurer les Français alors qu'il y a une offensive en cette rentrée de toutes les oppositions qu'il accuse de ne rien faire. Et comme il ne peut rien faire sur l'alimentation par exemple, puisque on sait qu'il y a ces 5000 références qui sont bloquées en supermarché, mais ça n'ira pas plus loin, a priori c'est sur le carburant que ce soir le président veut marquer des points avec une annonce forte. Et on rappelle que lors de toutes ces dernières interventions, il n'avait rien dit sur le pouvoir d'achat, rien annoncé, et que les oppositions avaient dit de lui qu'il était impuissant sur ce sujet. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Vous êtes sur BFM TV.